Déjà, je suis né en URSS. Je m'investis au P-Lib pour ne pas mourir en URSS. Le libertarianisme, c'est basé sur la décentralisation et en fait qui remet l'individu au cœur de toute la pensée. Est-ce que les Argentins, ils ont voté parce qu'ils sont libertariens? Je pense pas. Je pense parce qu'ils ont dit, je sais pas ce que ça va donner, mais on s'en fiche, on peut pas tomber pire. Bonjour à tous, bienvenue sur Média Libre. Aujourd'hui, je reçois Vadim, président du Parti libertarien français. Bonjour Vadim, je te laisse te présenter. Bonjour, du coup Vadim, effectivement je suis président du Parti libertarien français. Je suis également chef de projet dans ma vie perso, parce que au Parti libertarien, on est tous des bénévoles, donc on n'a pas des politiciens professionnels. Ok, très bien. Écoute, j'avais une première question sur un petit peu ta vision un peu du libertarianisme. Comment tu définirais un peu le libertarianisme? Comment tu le vois? Et comment tu le définirais à une personne qui est un peu novice, qui sait pas ce que c'est, quoi? Donc pour moi, le libertarisme, déjà le premier principe, c'est la décentralisation. Donc en fait, quand on parle avec une personne qui est novice, en général, il faut pas rentrer trop dans les principes, le NAP, etc. Donc en fait, déjà expliquer à la personne que le libertarianisme, c'est basé sur la décentralisation maximale et en fait qui remet l'individu au cœur de toute la pensée. Et également aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une juste théorie politique, c'est une doctrine juridique. Et en fait, la politique vient ensuite. Donc, le libertarianisme, c'est la décentralisation et place de l'individu au centre avec les propriétés privées et juste libre décision de chaque personne de faire ce qu'il a envie. Toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené un petit peu au libertarianisme? Est-ce que ça a été un chemin est-ce que t'as commencé au début, t'étais, plutôt de gauche, de droite, ou est-ce que directement t'as adhéré à cette politique? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'au libertarianisme, en fait? Alors, en fait, moi, c'est un long chemin. J'ai pas eu un évidement, j'ai pas eu un déclic. C'était un chemin qui était long. Déjà, je suis né en URSS, donc je suis d'origine russe. Et ce que je dis souvent, c'est que je m'investis au P-Lib pour ne pas mourir en URSS, parce que justement, c'est un petit peu la tendance qu'on observe partout. Et je pense que c'est important de défendre les idées de la liberté. Et de toute façon, on les entend pas assez. Donc, de premier abord, tous mes parents, mes grands-parents, ils étaient tous envoyés en exil en Sibérie. Donc, dans ma famille, j'ai eu des koulaks, c'est-à-dire des paysans riches qui ont travaillé. Les koulaks, c'était les paysans qui avaient beaucoup de terres et qui sont fait totalement exactement. expropriés, en fait, voilà. Oui, c'est ça. Donc, j'ai des grands-parents qui ont travaillé très dur pour avoir des terres, pour pouvoir aussi des gens qui travaillaient pour eux. Donc, ils ont développé comme une ferme, on va dire en Sibérie. Et au final, quand les communistes sont arrivés, ils sont partis vivre dans un trou creusé dans la terre. Et donc, ils sont devenus complètement fous. Donc, il y a toute une historique avec tout ce qui s'est passé ensuite dans l'URSS, pas uniquement la révolution, mais aussi la suite avec la guerre, avec la famine qu'il a eu, alors que la Russie, c'est un pays parmi les plus riches en termes de ce qu'il pouvait avoir. Et les gens qui vivent dans ces endroits-là, riche en pétrole, en forêt, en bois, etc. Et ça, oui, c'est ça, en ressources naturelles, c'est immense. Il y a énorme potentiel, mais en fait, les gens, ils vivaient toujours dans la misère, jusqu'à la famine. Ma grand-mère qui juste ne pas manger quand elle était petite, à sa faim, jamais. Qui préférait que son père soit mort à la guerre pour avoir un peu plus de pain dans le rationnement. Donc, en fait, ça fait partie des choses que moi, j'ai reçues de la part de ma famille. Moi, de base, j'étais quelqu'un qui était assez conservateur parce que j'étais éduqué dans la Russie, c'est plutôt la Russie, ouais, c'est ça, dans les mœurs très conservatrices. Par contre, j'ai eu un déclic dans ma vie qui a fait que, en fait, je me suis remis en question beaucoup. Donc, j'ai réfléchi. Et ce qui m'a amené, en fait, maintenant, je suis beaucoup plus ce qu'on peut appeler progressiste. Okay. Mais en fait, ce qui m'a amené à réfléchir, à se dire, ok, donc moi, avant, je sais très bien qu'on peut être conservateur, et les idées progressistes, à l'époque, ça m'intéressait pas du tout, je les rejetais. Okay. Donc maintenant, je changeais de point de vue, et je comprends qu'en fait, on peut avoir un autre point de vue. Ouais. Donc moi, je suis pas, et c'est ça qui est intéressant avec le libertarianisme, c'est que au Parti libertarien, on peut trouver aussi bien des conservateurs que des progressistes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'oppose pas. Ce qu'on cherche, c'est pouvoir vivre ensemble, mais chacun séparément, chacun selon ses valeurs,
mais sans imposer ni à un ni à l'autre. Ensuite, j'ai eu un intérêt fort pour l'économie, donc j'ai lu Adam Smith, La richesse des nations. Je trouvais le concept de la main invisible, le marché, l'explication qu'il y avait dedans, qui était juste fantastique. Et donc, ça m'a changé un petit peu le regard sur le monde. Quand on passe dans un centre commercial, dans la ville, on voit les commerces, on se dit mais c'est incroyable. C'est-à-dire que les gens, ils sont s'entendre, sont un organe centralisateur. Et on arrive à voir tout ça. C'est-à-dire, on a une baguette du pain. Donc, pour faire une baguette du pain, il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut de l'énergie. Et tout ça, ça fait des entrepreneurs individuels ou entreprises qui n'ont rien à voir ensemble. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent. Mais au final, ils font tellement bien fait pour tout le monde que c'est juste incroyable. Donc déjà ça, je trouvais ça super beau. Et à l'époque, j'étais plutôt côté plus nationaliste. Ok. Et conservateur du coup. Et j'ai adhéré à la partie vision libérale de l'économie. D'accord, t'es un national libéral ou oui, c'est libéral ça. conservateur. Oui. Ok, d'accord. Plutôt ça. Et après, quand je me suis remis en question sur mon point de vue des valeurs, en fait, c'est ça qui a fait que je suis progressivement devenu libertarien. Donc à la base, j'étais plutôt libéral, avec une approche nationaliste un peu plus vers l'État, un peu chaud pour l'État, en se disant bon, il y a des choses qui sont intéressantes. Et ensuite, j'ai remis en question, j'ai eu des lectures. Et sachant que je parle russe, j'ai eu accès à des livres qui étaient traduits en russe, américains, donc comme Adam Smith, c'était gratuit, c'était en ligne, dans les années 2000. J'ai lu La Grève aussi. C'était toujours en Russie à ce moment-là ou Non, j'étais en France. Mais, en France, grâce à Internet, en fait, le livre donc La Grève qui était traduite, le livre qui était traduit en France dans les années 2010, en fait, est traduit en russe depuis des années. Ah ouais, ça arrivait avant. Oui, c'est ça. Ah, c'est marrant. Et en fait, parce que problème des règles des droits et même les idées de la liberté en France, en général, c'est pas ce qui intéresse plus les gens. Et je pense que les gens qui traduisent des livres, ils choisissent les livres qui vont traduire. Donc c'est pour ça qui fait que j'ai eu accès en fait déjà à la littérature qui n'était pas accessible en France. Maintenant, il y a des gens qui font un bon travail de traduction. On a plus facilement accès à des livres en français. Strangers par exemple, c'est ça, donc qui fait un travail là-dessus fondamental. C'est super. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc moi, j'étais parmi je pense les premières personnes qui ont lu des livres libertariens en France. Et progressivement après, je me suis désintéressé de la politique parce que justement, je n'aimais plus la politique telle qu'elle était perçue avant. Donc, je n'aimais plus la gauche, ni droite, ni centre. Et après, j'ai vu le mouvement libertarien en Russie qui m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, si eux, avec Poutine, avec l'État autoritaire, ils arrivent à résister et créer un mouvement aussi important du libertarianisme, mais qu'est-ce qu'on fait en France? À ce moment-là, il n'y avait pas encore le Paylib ou il y avait déjà le Paylib en France? Il y avait déjà le Paylib, c'est ça qui a fait que j'ai adhéré au Paylib. C'était en 2019. Ouais. 2019, ok. Ouais. Parce que le Paylib, si j'ai pas de bêtises, c'est 2016, 2015? Alors, création officielle du Parti libertarien, c'est 2017. Ok. L'idée est apparue en 2016, mais ça vient d'un mouvement libertarien qui était créé en 2012. Ok, d'accord. Tu sais, quand il y a une blague, si tu réunis 10 libertariens, tu as 3 partis différents et 11 points de vue différents. Alors, en fait, c'est ça qui s'est passé. Libertariens. Il y a une sécession. Et les libertariens adorent faire des sécessions entre eux. Ouais. Et du coup, il y a une division. Et ceux qui ont préféré partir sur les idées politiques, accepter de s'investir dans la politique, ça crée du parti libertarien. Et les autres qui rejettent la tendance politique, la stratégie politique, oui, c'est ça, ils sont restés de l'autre côté. Ok, d'accord. Et ouais, alors t'as cité Adam Smith. Je sais pas si toi t'avais des auteurs, des œuvres qui t'ont vraiment marqué, et qui t'ont amené au libertarianisme, ou en gros des auteurs qui t'inspirent. Moi, parti libéral, c'était effectivement des livres. Okay. Parti libertarianisme, c'était surtout des podcasts, des conférences sur le libertarianisme qui avaient c'est très riche sur Internet russe. Donc il y a eu plein de chaînes. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne Vadim Media qui parle justement de l'écosystème qui était créé en Russie. Donc il y a différents types de formats qui de plus conférences, beaucoup plus ludiques, qui présentent le libertarisme. Et c'est ça qui a fait que ensuite je lis des livres. Ok, en fait, c'est pas en lisant des livres. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je pense que popularisation viendra forcément par des vidéos, des podcasts. Ouais, du contenu. Oui, c'est ça. Grand public ou. C'est ça. Ouais. Enfin, je sais pas si c'était grand public, mais oui, accessible, on va dire, plutôt un livre ou ouais. Ok, d'accord.
Et après, du coup, t'as quand même lu des auteurs libertariens. Oui, j'ai lu Walter Block, donc ça c'est un truc pour basique, pour commencer, c'est très bien. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle en français. Donc c'est un petit livre qui explique les concepts de base du libertarianisme. Donc c'était super pour d'introduction. Donc ouais, en fait moi c'est ça que j'ai du mal, c'est quand on dit à quelqu'un qui s'intéresse au libertarisme, on dit tiens lis tous ces livres là et après on reparle. En fait un petit livre comme ça déjà c'est une bonne démarche et là ça éveille un peu la curiosité. Et donc après j'ai lu Rothbard, j'ai lu Hoppe, voilà d'autres trucs assez classiques. Ok, d'accord. Et si tu veux aujourd'hui te définir par rapport à un courant ou à un auteur, ou à un philosophe libertarien, il y en a qui pour toi ressortent plus ou pas forcément, ou tu prends un peu de j'aime beaucoup Rothbard du coup, ouais, qui est beaucoup plus présente plus pour des choses pour moi, qui je trouve qui a fait naître justement le libertarianisme tel qu'on le définit maintenant. Oui. Parce que moi, j'ai date libertarianisme de Rothbard, dès 1960. Donc c'est une idée qui est nouvelle, qui change par rapport à tout ce qui existait avant et qui sort du cadre des gauche-droite justement. Et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Donc c'est celui qui pour moi est le fondateur de libertarianisme tel qu'on définit maintenant, parce que le terme existait avant, mais ça voulait pas dire la même chose. Oui, après, il y en a plein d'autres auteurs. C'est intéressant de lire tout. Et moi, toujours, ce que je conseille, c'est ne lisez pas que des livres libertariens, lisez aussi des livres qui n'ont rien à voir. Donc, lisez Marx déjà pour comprendre des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord. Je sais. Même Hoppe dit qu'il y a des choses dans Marx où sur certains points il a raison et d'autres évidemment pas du tout. Enfin, sur son point de vue, c'est toujours intéressant de voir ce que disent les autres. C'est ça, en fait. Sinon, si on reste dans sa pensée, dans sa écho-chambre, en fait, c'est pas intéressant. Ouais, il faut voir d'autres arguments et pouvoir contre-argumenter. C'est ça qui va faire, c'est ça qui va faire qu'on va fonder de ses propres réflexions et aussi ses propres arguments. Ok. Pas rester enfermé. Ouais. Et moi, j'avais une question un peu sur. Du coup, t'arrives au Parti libertarien en 2019, ouais, c'est ça. Donc le mouvement est déjà un petit peu, le mouvement, il y a déjà une base. Alors je sais pas si c'est à ce moment-là, parce que je sais que ça avait changé. C'était Parti libertarien, c'est devenu Parti libéral, je crois. Et c'est un peu là-dessus, j'avais des questions. C'est est-ce que parce que par exemple aux États-Unis, le Parti libertarien, ils avaient acté, je sais plus en combien, bref. Regardez notre vidéo sur l'histoire du libertarisme. Si vous voulez avoir un peu l'historique, on a essayé de résumer tout ça. Mais en gros, il y a une conférence où ils ont statué sur le fait qu'au Parti libertarien américain, il y avait les anarcho-capitalistes et les minarchistes. Et du coup, quelle est la position du P-Lib là-dessus? Est-ce que c'est anarcho-capitaliste, minarchiste, et quelle est la position aussi sur les libéraux classiques ou autres? Vu qu'en plus ça s'appelait Parti libéral à un moment. Oui, mais en fait déjà pour l'historique, effectivement, je suis arrivé en 2019. Donc il y a eu déjà un mouvement qui était lancé. Moi, je pense que les gens qui ont créé le mouvement, ils étaient des personnes qui avaient des principes, qui avaient une bonne base théorique. Par contre, qui ne savaient pas comment ça marche un parti. J'ai l'impression qu'il y avait eu un peu de naïveté en se disant comme quoi on va créer un parti libertarien et ça va exploser tout de suite. Les gens ils vont adhérer, ça va. Et en fait, il y a aucun politicien professionnel. Il y avait aucune personne qui était riche. Contrairement à ce que peut penser, les libertariens ne sont pas forcément les gens. Il n'y a pas le réseau Atlas qui finance. Non, j'ai jamais financé le parti libertarien. On attend notre chèque. Et en fait, il y a eu plein de problèmes administratifs qui étaient la création d'un parti. En fait, les gens qui croient en démocratie, investissez-vous dans un parti. Vous verrez en fait tous les obstacles, les obstacles qui existent, en fait les barrières à l'entrée, toutes les barrières administratives également, le fait que le Parti libertarien pendant longtemps on n'avait pas de compte bancaire ou un compte bancaire qui coûtait extrêmement cher. Donc beaucoup de finances partaient dedans, donc on pouvait pas développer le parti parce qu'on finançait juste les frais de structure. Donc il y avait beaucoup de choses à faire à ce niveau-là et je pense que les premières personnes qui ont créé le parti n'étaient pas forcément bons là-dessus. Ouais, ils l'ont créé, ils croyaient dans les idées, mais ils savaient pas comment les développer, ils savaient pas comment gérer une structure. Donc il y a déjà cet aspect-là. Et effectivement, il y a un changement pour Parti libéral. Et pourquoi? Parce que déjà parce que à un moment quand j'ai vu l'ordre du jour d'une réunion pour dire est-ce qu'on change Parti libertarien au libéral, j'étais mort de rire. Je me suis dit non mais c'est une blague, ils vont jamais prendre ça comme décision. Et du coup je n'ai pas participé à la réunion. J'étais pas du tout président, j'étais juste membre. C'était avant, enfin t'étais déjà là, mais c'était avant que tu sois président. Ouais, ok. Et du coup la décision était prise. J'étais d'accord, bon. Et l'argument c'était qu'en France en fait libéral ne veut pas dire la même chose que libéral aux États-Unis. Ouais, oui.
Libéral aux États-Unis, c'est, on va dire, en France, on appellera ça gauche socialiste. Ouais, c'est social-démocrate ou, enfin, ouais. Oui, exactement. Libéral en France, c'est garder quand même un petit peu d'essence, libéral classique. Et c'était aussi un positionnement en se disant que en fait vu que ça marche pas, on n'arrive pas à se développer, on va changer de nom et du coup ça va marcher mieux. Non, ça marche pas. C'est pas parce que tu changes de nom que ça va mieux marcher. Déjà ça c'est le premier aspect. Et donc les décisions étaient prises, moi j'étais complètement contre et ça n'a rien donné. Donc en fait ça même était l'effet était inverse. Les gens qui adhéraient au parti libertarien parce qu'ils étaient libertariens, ils ont dit mais pourquoi? Ils sont partis. Ils sont pas réadhérés. Et les libéraux qui arrivaient. Les libéraux, ils sont pas arrivés, en fait. Ouais. Les libéraux, on était quand même, on a changé de nom, mais on n'a pas changé le reste. Ouais. Du coup, c'est ça. Donc, eux, ils étaient quand même libéraux en France. Quand même, ça radical, peut-être, le peu qui est arrivé. Et du coup, on a perdu toute la base, quasiment, des gens qui s'investissaient. Donc, c'était pour moi une grosse erreur stratégique, d'échanger de nom. Complètement absurde. En plus, ça perd tout son sens. Et ensuite, on a réussi à rechanger de nom. Ouais, rebasculer c'est parti libertarien français. C'est ça. Moi, Pélib. Il faut appeler un chat un chat. On est libertarien, donc on s'appelle libertarien. Et c'est pas en s'appelant libéraux ou je sais pas quoi d'autre que ça va faire que le mouvement va grandir. Le mouvement va grandir parce qu'il y a des gens qui s'impliquent avant tout. C'est pas parce que le nom est bien. Donc il y a eu ces changements-là, et effectivement, et en fait, avec des gens, quand on a renommé le parti, on a essayé de relancer le parti, et ça a plutôt bien marché. Et du coup, et par rapport à minarchiste et le reste, moi, j'ai tendance à dire, si vous êtes pour réduction de l'État, c'est du réductionnisme. C'est ça. En fait, on a une stratégie qui est réductionniste. Après, on a des principes. Donc là, les statuts, on les a définis aussi. C'est-à-dire que dans nos statuts, on a des principes fondamentaux qui ne peut pas changer en changeant des statuts, sauf s'il y a 75% des adhérents membres actifs qui votent pour, mais ce n'est pas facile. Donc, et l'objectif, c'est quoi? C'est que quand on s'implique dans la démocratie, on a souvent tendance à vendre un petit peu ses propositions pour devenir moins radical pour gagner en vote. Là, le parti de position, c'est clair, c'est qu'on a des valeurs qui sont libertariens. Le programme, on peut réadapter. Notre objectif, ça sera toujours d'aller vers moins d'État et plus de liberté, quoi qu'il arrive. Donc, et là-dessus, je pense, on est plutôt d'accord même avec les libéraux, qui veulent moins d'État. Les libéraux qui peuvent quand même se reconnaître. Mais ils peuvent quand même s'investir. Ouais, c'est ça. Après, ils doivent adhérer quand même au principe pour devenir membres actifs. Mais en tout cas, ils sont tout à fait bienvenus pour travailler ensemble. Je pense qu'on peut coopérer en France. On a largement de quoi faire aussi bien sur. C'est pas comme s'il y avait des partis libéraux. Sujets, oui. Il y a parti libéral en France, oui, mais bon. Enfin, de gros partis en tout cas, bien sûr. Il n'y a pas un grand parti connu, donc tout le monde peut se retrouver. Mais oui, c'est vrai que dans nos statuts, ça écrit comme quoi notre objectif, c'est réduire l'État jusqu'à son minimum. Le minimum est égal à 0. Ouais, donc l'objectif c'est à 0, même si ça arrive jamais. Même si on n'arrivera jamais, c'est pas grave. L'objectif c'est d'aller vers cette direction-là. Et justement au niveau de cet objectif, est-ce que vous avez une stratégie en tête? Typiquement, est-ce que vous voulez faire comme Milley, qui lui a plutôt en tête en gros un programme en plusieurs étapes sur plusieurs années où pour l'instant ça reste c'est plus du libéralisme que du libertarianisme ce qu'il fait. C'est normal d'où il part, mais du coup c'est quelque chose par étape où d'abord on fait par exemple on va vers quelque chose de plus libéral, ensuite vers une minarchie et au final et si on peut une anarchapie. Est-ce qu'il y a cette logique de stratégie ou pas? La stratégie c'est le réductionnisme, donc c'est réduire un maximum. Donc est-ce que c'est libéral ou libertarien ou minarchiste? Mais on s'en fiche. L'objectif c'est d'y aller progressivement. Et pourquoi progressivement? Tout simplement parce que c'est la meilleure stratégie, je pense, qu'il y a à avoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour qu'un pays devienne libertarien, il faut que les gens soient libertariens. Il faut qu'il y ait une société civile qui apparaît, qui se développe. Parce que là, pour l'instant, en France, l'État a mis la main sur tout, quasiment. Et à 57% du PIB, c'est l'économie, c'est l'État. L'État a donc lisé combien de lois, combien d'articles il y a sur tout, code de travail, urbanisme, donc il y a des réglementations qui sont partout dans l'État. Ouais. Et en fait, la société maintenant, elle compte sur redistribution. Ouais. Et ça c'est bien connu, il y a une corrélation. Plus l'État fait la redistribution, moins les gens s'impliquent dans les actions civiles, parce qu'ils considèrent que c'est à l'État de le faire. Si l'État me prend déjà plus de 50% de mon argent, pourquoi est-ce que moi je m'impliquerais faire plus? C'est à l'État de le faire. C'est la logique des gens. Donc en fait, il faut une personne qui est en commun
On ne demande pas de courir marathon le lendemain dès que il prend conscience. Il faut aller progressivement, il faut faire rééducation progressivement, il faut rétablir les muscles pour que la société civile puisse prendre la place et remplacer l'État. Donc réductionnisme progressif jusqu'à ce qu'on puisse plus réduire l'État jusqu'à ce qu'il disparaisse. Ok, d'accord. Et du coup, il y a aussi en termes de stratégie, toujours en termes de stratégie, du coup, est-ce que ça implique aussi de la guerre culturelle? Parce qu'en fait, c'est ça, je pense que ce que tu veux dire par société civile, c'est s'attaquer à la guerre culturelle, ou c'est un peu le nerf de la guerre un peu aujourd'hui. Oui. C'est ça. Mais en fait, on n'aura pas donc les partis libertariens ne gagneraient jamais une élection, donc la guerre culturelle n'a pas été gagnée. Sauf s'il y a un gros effondrement, et là c'est effectivement le cas de Milei, parce que Milei comme tu veux. Jamais qu'on fait dire. Je suis pas espagnol. Lui, effectivement, c'est un personnage qui était déjà connu. C'est pas notre cas au Pays-Libre. Ouais. Donc il faisait beaucoup de plateaux. Il avait un charisme qui est incroyable. Et un pays qui était au bord du gouffre, et les gens étaient en train de devenir pauvres. L'argent ne vaut rien. Enfin, le peso argentin n'a aucune valeur. Est-ce que les Argentins, ils ont voté parce qu'ils sont libertariens? Je pense pas. Je pense parce qu'ils ont dit, je sais pas ce que ça va donner, mais on s'en fiche, on peut pas tomber pire. Ouais. Donc en fait, c'est pour une fois qu'on a touché le fond, dans ce cas-là, on peut voter pour n'importe qui. Là, en Argentine, il y avait Milei qui avait une charisme. Donc les gens vont voter pour lui. Ça serait un étatiste pur avec une charisme. Les gens voteraient pour lui. Ok. Donc c'est un jeu démocratique, hein. Il faut pas être pas parce qu'on joue à la démocratie, on joue aux élections, qu'il faut se faire une idée. Il faut être idéaliste de la démocratie. Non, il y a des défauts clairement. Et donc au final, c'est le caractère qui a gagné. Le gros problème de cette stratégie-là, c'est que oui, ça permet d'aller vite. Une personne charismatique. Le souci, c'est que si lui il se trompe, tout le reste s'effondre. Ouais. Et qu'est-ce qui prouve comme quoi la prochaine élection, ça sera lui qui va gagner une élection? Pas du tout. Et du coup, il va tout qui va se défaire. Donc la guerre culturelle, elle est essentielle. C'est surtout là-dessus qu'on doit agir. Et moi, je pense que le Parti libertarien a un rôle à jouer. Toi et moi, on se connaît via le Parti libertarien. Pour moi, un parti libertarien, déjà, c'est une plateforme qui permet aux gens de faire connaissance, d'échanger, de collaborer ensemble, créer du contenu culturel, pourquoi pas, entrepreneurial aussi. Pareil. En fait, c'est un lieu de rencontre. C'est une plateforme après, pour tout le monde, oui. Déjà, ça, c'est le premier rôle du parti. Après, ça aussi les élections, participer à la guerre culturelle quand on peut, et si on peut saisir une tribune, si on peut aller dans les médias, si on peut aller sur un podcast, transmettre les idées du libertarianisme, c'est super. Tant mieux. Donc, faisons-le et faisons avancer la guerre culturelle. Ensuite, il y a le réductionnisme. Pour pouvoir, donc une fois qu'on gagne une élection, on peut faire en sorte que, ou bien qu'un autre politicien qui saisit nos idées, hein, ça c'est pareil, que pas gagne, mais quelqu'un d'autre qui fait en sorte qu'il y a moins d'État, c'est aussi très bien. On joue sur la fenêtre d'Overton, c'est aussi une bonne stratégie. Ouais. C'est pas faire passer ses idées en défonçant la fenêtre d'Overton. Exactement. Et après, devenir plus fort pour être élu également aussi, pouvoir agir réellement aussi pour diminuer le rôle de l'État. Et ouais, du coup, j'avais une question sur les élections. Vous avez participé. Alors récemment, c'était les européennes d'abord. Du coup, vous n'avez pas pu participer? Non, on n'a pas participé parce que en fait, c'est super compliqué pour un parti de faire une liste. Donc, je sais plus combien il y en avait, 80 personnes. Sachant qu'il faut avoir moitié homme, moitié femme dans la liste, donc c'est paritaire. Sachant qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien voter pour une liste libertarienne, mais qui ne veulent pas s'afficher sur la liste. Ouais. Donc il y a des gens. Vous trouvez 80 personnes, enfin 40 hommes et 40 femmes. C'est ça. Ils sont prêts à mettre leur nom et de s'afficher en tant que libertariens. Et c'est vrai qu'en France, avec tout ce qui se passe dans les médias, c'est pas forcément évident. Donc je comprends que des gens n'ont pas envie de devenir public. Moi, mon nom il s'affiche sur le site du parti. Je suis tagué comme tel. Là maintenant, j'ai aussi des conséquences, c'est-à-dire que quand j'ouvre un compte bancaire, on me demande mes ressources justifiées. Je suis une personnalité politique taguée comme telle. Alors que c'est ouf parce que t'es pas président de LR, ça. Tu vois. Enfin, ni LR, ni Renaissance, ni quoi que ce soit. Ils vont quand même les banques ils ont peur. Les banques ils ont peur parce qu'il y a tellement de réglementation que ils demandent. C'est pour ça qu'ils n'ouvrent pas un compte bancaire au Pays-Libre. C'est pour ça que moi, ils me demandent des documents supplémentaires. C'est pour ça que quand on fait une élection, tous les banques refusent également d'ouvrir un compte de campagne. Ah ouais. Oui. C'est compliqué. Alors que pourtant, c'est, je sais pas, c'est pas non plus le parti. Enfin, tu vois, le RN, ils avaient une très très mauvaise image. Le parti libertarien, c'est pas encore connu. Enfin, c'est fou que déjà ils soient très frileux. Je sais pas, c'est le cas de tous les
Je pense à tous les partis politiques. Dès que c'est politique, ils ont un peu peur. Politiques, ils se disent, j'ai pas envie de mouiller parce que qu'est-ce que je vais gagner? Pas grand-chose. Par contre, le risque que je prends derrière, il est quand même assez énorme, donc je préfère éviter. Sauf si c'est un parti qui a des élus et qui rapporte de l'argent peut-être. Oui, c'est à la banque, c'est intéressant et je pense que c'est beaucoup par connaissance. C'est toujours, je pense que si tu as des bons contacts, tu pourras ouvrir plus facilement un compte bancaire que si tu n'as pas. Ok, mais déjà, ouais, c'est fou de savoir ça, je trouve, à cette échelle, d'avoir déjà parce qu'on parlait tout à l'heure des barrières à l'entrée pour les partis politiques. Ça, c'est énorme. Ouais, il y a des barrières administratives, il y a des barrières aussi qui sont créées par réglementation. Donc, la réglementation de la banque, par exemple, c'est une barrière. Ouais. La réglementation purement administrative, comment gérer un parti, c'est aussi une barrière. Le fait qu'on est obligé d'avoir un commissaire aux comptes si on veut être sur le registre des partis politiques. Donc, ça implique qu'on doit devoir payer 4-5 000 euros par an minimum. Ouais, c'est vrai. Et s'engager sur 4 ans. Petit parti, c'est ça, pour être dans le registre, juste doit être dans le registre des partis politiques. On est obligé de respecter tout ça. Et ça, c'est pas évident. Ok. Pour l'instant, le pays n'est pas sur le registre. C'est ça, parce que pour l'instant, ça sert pas à grand chose. Alors, l'intérêt en France d'être sur le registre des partis politiques, c'est tout simplement ramasser des subventions. Oui, ok, d'accord. Mais il faut avoir un certain pourcentage aux élections. C'est ça, oui. Par exemple, si il y a les législatives, on a 50 candidats, et ils font 1%, là, on peut ramasser de l'argent parce que tout simplement, les gens, ils ont voté pour nous, et chaque vote, ils rapportent, je crois, un peu plus d'€1, par vote. Okay. Donc, si un parti présente tous les candidats partout en France, il fait 1%, ils ont gagné rien du tout. Par contre, ils ont gagné de l'argent. Ouais. Et par contre, aux législatives qui ont suivi, après la dissolution, après les européennes, là, il y avait 2 candidats. Oui. Si j'ai pas de bêtises. C'est ça, oui. Et du coup, ça s'est passé comment Alors, c'était, moi, je croyais pas qu'on allait pouvoir présenter des candidats déjà. C'est déjà bien, 2 en plus. Du coup, oui. 2 fois 2 parce qu'il y a le suppléant. Oui, c'est ça. Il y a un mandataire aussi. Mandataire, oui. Et parce qu'en fait, l'annonce, c'est pas comme une élection normale. On sait qu'il y aura une élection dans 1 an, 2 ans. Oui, là, c'était pas prévu. Là, non, c'était pas prévu. Donc là, c'est tombé comme ça d'un coup. Ouais. Dans 1 mois, élection. Donc dans 1 mois, il faut ouvrir un compte bancaire, sachant que les banques, ils veulent pas ouvrir de compte bancaire. Ah ouais, du coup, vous avez quand même réussi à ramasser de l'argent dessus pour ensuite pouvoir financer les campagnes, respecter tous les délais. Donc par exemple, on avait, je crois, une semaine pour présenter des candidats. Ouais, c'est tendu. Trouver donc 3 personnes à chaque fois. Ensuite, présenter des affiches et des bulletins de vote et les professions de foi le lendemain, c'est-à-dire que jusqu'à dimanche pour déposer. Lundi, il faut déjà être commission de la propagande, ça s'appelle comme ça. Commission de la propagande pour représenter les affiches qu'on va mettre pour ensuite pouvoir les renvoyer, les professions de foi et les bulletins de vote, pouvoir les renvoyer automatiquement à tout le monde. Ok. Donc les délais, ils sont juste impossibles de respecter. À cette époque-là, on contacte les imprimeurs, donc ils disent on n'a pas de papier nécessaire parce qu'en fait il y a un grammage bien particulier. Ah ouais. Si tu veux faire un bulletin de vote, ils étaient tous à sec. Donc et moi personnellement, je dis au rayon, je dis non les gars, on n'y va pas parce que on n'a pas des ressources suffisantes, on n'est pas un grand parti, donc on n'arrivera pas. Donc des gens qui ont dit non, on va essayer. Bon, c'est vrai. Et effectivement, on a réussi à avoir 2 candidats. On aurait pu avoir 5 candidats. Si c'était pas dimanche, c'était juste 1 ou 2 jours de plus, on aurait pu avoir 5 candidats. Mais les délais étaient tellement serrés et dossier rassemblé assez compliqué, donc on n'a pas pu présenter tout le monde pour le jour J. Ouais, déjà, enfin ça, il y en a pas mal qui disaient que c'était un peu fait exprès, cette espèce de précipitation pour que tous les partis d'opposition soient, voilà. Que les gros partis qui ont pu récupérer, parce qu'un gros parti, quoi, ils ont des salariés. Ouais. Ils ont des fonds, ils s'en fichent, ils ont tous les contacts nécessaires. Donc, il y a une élection dans 1 mois. Bon, il y a des partis qui ont, je sais pas si vous l'avez vu, il y a des professions de foi qui t'évitent de voter pour le candidat. Tu vois, c'était écrit le nom du parti, mais il y avait pas, il y avait juste des images, des ombres, des silhouettes à la place. Il y a des règles sur les professions de foi, faut respecter, non, ils s'en fichent. Les professions de foi, si on veut les renvoyer automatiquement à tout le monde, que vous recevez dans votre boîte aux lettres, oui, il y a des normes à respecter. On doit les présenter, donc, en commission de propagande pour qu'ils les valide, déposer tout ça dans un seul endroit dans l'Oise, donc c'était dans l'Oise de l'époque, donc mercredi, donc sachant que tu as eu des votes de candidature jusqu'à dimanche, donc mercredi ça doit être dans l'Oise pour pouvoir ensuite le renvoyer partout ailleurs. Ok, d'accord. Et de toute façon, moi je dis souvent que les gros partis c'est des sortes de mafias qui sont en concurrence pour être
la mafia, enfin pour avoir le monopole de la mafia qui est l'État, quoi. C'est exactement ça, oui. Et en fait, c'est ça qui différencie les partis libertariens, parce que nous, on cherche pas à s'imposer et rester au pouvoir et prendre plus de pouvoir. Ce qu'on veut, c'est prendre les pouvoirs pour les détruire. Ouais. En fait, on veut redonner la liberté aux gens. On veut pas prendre les pouvoirs pour nous, ce qui est un exercice qui est super compliqué. Oui. Et forcément, si un jour on prend le pouvoir, on va forcément commettre des erreurs. C'est pour ça que c'est super important qu'il n'y en a pas un leader charismatique, mais il y en a plusieurs, et qu'il y a une bonne base d'adhérents qui est capable de critiquer également et de s'investir et de réajuster le tir. Ouais. Exemple, les Seigneurs des Anneaux. Donc c'était des hobbits. Les libertariens, c'est des hobbits. Ils ont pris un seigneur qui ont pris l'anneau, pas pour l'utiliser pour essayer d'utiliser pour le bien ou pour le mal, mais pour juste l'amener pour le détruire. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la personne qui était le plus apte à le détruire n'a pas pu. Et il était, c'est son ami. Gollum, c'est ça, Gollum, et c'est son ami qui ont fait en sorte que, au final, c'était projeté. Même à la fin, je crois qu'il veut pas le jeter. Je sais plus. Oui, il veut pas le jeter, justement. C'est ça, il veut pas le jeter. Il veut pas le jeter, justement. Ouais. Et c'est son ami qui l'aide. Et c'est pour ça que c'est important qu'il n'y a pas juste un leader, mais qu'il y a une structure qui existe. Ouais. Et Milley, c'est exactement la même chose. À la base, avant qu'il arrive, il y avait déjà un parti libertarien. Il y avait déjà des libertariens. Ouais, lui, il a créé le mouvement, oui. Il a développé, il a créé, mais il y avait déjà des gens qui s'impliquaient déjà. Donc il y avait déjà une base. Après, bien sûr, un leader connu et charismatique, ça aide toujours. Ouais. Après, moi, je pense que l'objectif déjà, c'est d'avoir plusieurs personnes qui sont charismatiques, qui sont capables d'aller en plateau, qui sont capables de faire des podcasts, qui sont capables également aussi prendre des initiatives pour développer le parti dans leur région au niveau global. Ok, d'accord. Ouais, que ce soit pas un truc très vertical, mais que ce soit plus horizontal. De toute façon, ce libertarianisme, c'est ça. Donc c'est exactement ça. Et c'est ça qui fait que c'est plus compliqué forcément avancer. Ouais. Mais c'est ça qui va faire qu'on aura une institution qui sera stable. Et en plus, c'est vrai que du coup, ce que tu dis, ça me fait penser, c'est que le libertarianisme, en fait, c'est un projet anti-politique. Et c'est pour ça qu'il y a certains libertariens qui n'aiment pas la politique. Bon, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, il y a un peu cette dualité entre on se lance en politique pour progresser nos idées, mais en même temps, la politique, c'est entre guillemets le mal pour un libertarien. Il y a un peu cette dualité là, et je sais pas toi comment tu vois cette dualité, enfin ce compromis. Je sais pas comment l'expliquer, mais ouais. Ouais, il n'y a pas de dualité pour moi. En fait, c'est très simple. Quand quelqu'un vous agresse, qu'est-ce que vous avez le droit de vous défendre avec tous les moyens que vous avez à votre disposition. Okay, en France, il y a le droit d'avoir un parti pour défendre les intérêts des libertariens. On a tout intérêt à collaborer ensemble pour lutter de manière efficace contre l'État. Si on est tout seul, si on est séparé, ça marchera pas. Et la politique, c'est pas juste aller en élection. La politique, c'est également aussi faire pousser des idées, les faire connaître. C'est ça aussi de faire la politique. Et en fait, il y en a des gauches qui disent qu'on croit tout est politique. Même le sexe est politique. Oui. Ils ont en partie raison. Parce qu'en fait, toutes les actions qu'on fait, c'est aussi de les faire de la politique. Et le fait qu'on rejette, si on se dit, non, je vais pas voter, non, je vais pas m'investir dans la politique parce qu'ils sont tous des pourris, vous laissez la place à des pourritures, justement, occuper tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous allez faire demain quand on va vous dire que vous n'avez pas le droit de sortir de chez vous? Qu'est-ce que vous allez faire demain quand on va dire votre argent, maintenant avant c'était 50% qui ont taxé, maintenant ça va être 80%. Et on va fermer les frontières de toute façon. Qu'est-ce que vous allez faire? Ouais. Je vois. Donc il faut agir. Et la partie libertarien russe, c'est une belle preuve. Ils ont fait des choses incroyables à leur échelle. Ensuite, quand l'État est devenu encore plus autoritaire, et c'est tous obligés de fuir et partir en exil. Donc il y en a qui sont maintenant partout répartis dans le monde, mais au moins ils ont essayé de faire quelque chose. Ils n'ont pas réussi à aboutir jusqu'à bout. Ils n'ont pas réussi à renverser la tendance, mais au moins ils ont fait quelque chose. Ils ont fait en sorte que il y a, en tout cas, l'idée des libertés avance. Et demain, quand peut-être qu'il y aura plus de Poutine, il y aura peut-être une nouvelle génération. Ils vont renaître, c'est ça, parce que les idées ils sont restées. Ouais. Les gens, les têtes des listes, ils sont partis, mais les idées sont restées. Il y a des gens libertariens qui sont restés, et des gens qui diffusent du contenu toujours en Russie. Et du coup, demain, s'il y a une opportunité qui se présente, il pourrait revenir. C'est ça, ouais. Mais ouais. Et du coup, de toute façon, comme je disais, il y a des normes qui sont là, quoi qu'on veut ou qu'on veut pas. On peut essayer d'échapper aussi bien qu'on veut, jusqu'à ce que donc on joue au chat et à la souris, jusqu'à ce qu'on se fasse attraper. Sauf que le chat, quand il attrape pas la souris, il attrape une autre. Et il t'attrape pas toi, il attrape quelqu'un d'autre. Par contre, tu te fais attraper, tu vas en prison, t'as plus rien. Donc voilà, c'est le risque. Et du coup, s'investir dans la politique, pour moi, c'est la base.
La société civile d'ailleurs. C'est quoi? Ouais, Ça veut c'est dire pas que politique, mais ouais. tu t'impliques quelque part. Donc que ça soit une association politique ou pas, c'est aussi s'impliquer. Ok, d'accord. Bah du coup c'est un bon argument parce que je sais qu'il y a certains libertariens qui veulent pas s'impliquer en politique, mais c'est un sujet complexe. Mais ok, je vois ta manière de penser. Et on peut débattre après. Ouais, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait sinon? Ouais, pour moi, c'est les deux. Faut qu'il y ait d'un côté la politique et d'un côté les actions, enfin ce que tu appelles société civile au final, qui sont les projets, la guerre culturelle, ce qui est pas directement ce qui n'est pas du parti politique des élections. Je pense qu'il faut qu'il y ait les deux. Bien sûr, mais il y a deux qui s'ajoutent. En fait, les deux ils sont complémentaires. Exactement. Ça s'oppose pas. C'est-à-dire que vous pouvez être dans le parti politique libertarien et également faire d'autres choses. Et tant mieux. J'ai envie de dire, plus on fait des choses, plus il y a des chances que ça marche bien. Et il n'y a pas de dualité entre les deux, on peut faire les deux, et moi je pense que même c'est bienvenu. Et ce qui se passe quand on regarde les gauches, parce qu'il faut toujours apprendre ce qui marche bien chez les autres, qu'est-ce qui se passe là-bas quand il y a des gens qui produisent du contenu et ils sont épaulés par d'autres personnes qui font de la politique également. Quand il y a un qui se fait agresser parce que tout simplement pour ce point de vue, il y a toute la classe politique qui va sortir pour les défendre. Ah bien sûr. Donc en fait c'est ça qui est important, c'est l'entraide qui existe, et elle est super importante. Et d'ailleurs, ce qui n'existe pas, après, je sais pas si pour toi tu classes le libertarianisme à droite, mais en tout cas sur la droite française, en tout cas, sur les gros partis, etc. Moi, je remarque que il y a des créateurs de contenu de droite qui sont même pas épaulés par des partis politiques de droite ou des politiques, et ça je comprends pas parce que c'est ce que fait la gauche et ça marche bien. Enfin, ils ont raison de le faire. Et bon, après, nous, il y a pas encore t'es pas encore à la télé sur les plateaux, mais j'espère que quand il sera, t'aideras le Mina Libre. Mais en tout cas, ouais, je pense que il faut qu'il y ait les deux qui travaillent ensemble. Pour moi, c'est indéniable. Je comprends pas pourquoi la droite fait pas ça, tu vois, par exemple. La droite, pourquoi elle le fait pas? Je sais pas, mais déjà la droite a beaucoup avancé là-dessus. Elle avance, ouais. Quand même, pourquoi? Parce que déjà avant, il n'y avait pas de contenu vraiment. Il n'y avait pas de contenu ni culturel ni contenu. C'était la gauche peut-être aussi. Ouais. C'est la gauche toujours qui a mené ce combat. Et c'était le nom Grinchi, je crois, qui théorisait la bataille culturelle. Oui. Donc, en 1920 en Italie, le mec qui était en prison, il a dit ce qu'il faut faire, c'est la culture avant tout. Et il a complètement raison. Ouais. Donc, mais les deux collaborent ensemble. Ouais. C'est pas. Si vous avez la culture, mais derrière il y a personne qui s'implique dans la politique pour faire changer des choses, ok, les gens ils vont pas aimer le gouvernement, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que ça change? Il y aura toujours une classe politique, donc une caste ou nomenclature, qui sera au pouvoir, que les gens ne l'aiment pas. Et alors, s'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Et je voulais revenir sur un peu sur Milei, mais du coup un peu sur ta vision. Est-ce que pour le P-Lib, ce que fait Milei en Argentine, c'est entre guillemets un modèle, ou est-ce qu'il y a peut-être des réserves sur ce qu'il peut faire? Comment c'est vu en fait? Comment son action peut être vue? Alors déjà, moi je pense quoi qu'il arrive, c'est bénéfique. Déjà qu'il y a un libertarien qui arrive au pouvoir, ça prouve que nos idées, ils ont quand même un certain attrait. Donc même si je mets tous les guillemets de tout à l'heure, je rappelle, il n'était pas élu parce qu'il était seulement libertarien. Il était élu pour d'autres raisons, mais les idées, ils ont du succès. Donc on peut s'investir et on peut gagner dans la bataille, on va dire électorale classique. Donc ce qu'il fait déjà, qu'il réussit à arriver au pouvoir, c'est déjà très bien. Ce qu'il met en place, donc qu'il prouve comme quoi les idées fonctionnent bien, ça c'est super. Après l'exercice, il est compliqué. C'est-à-dire que quand on écrit un livre en théorique, quand on parle comme ça entre nous, c'est de la théorie. Ouais. Quand on agit sur le terrain, évidemment, il y a des contraintes. Il y a des contraintes auxquelles on doit faire face. Et Milei, par exemple, il a que 15% du Parlement. Oui, faut préciser aussi. Ouais. C'est un pays qui doit centraliser, contrairement à la France. Donc le président ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Il est obligé d'avoir les gouverneurs avec lui, les gouverneurs qui ne sont pas dans son parti, qui sont même à la base opposés. Les gouverneurs, c'est ceux qui dirigent les régions. Je sais pas comment ça s'appelle, les régions d'Argentine. Donc en fait, il faut imaginer Milei comme Macron, parce que Macron a, je crois, aussi 15% des députés. Oui, on sort. Et en fait, Macron là, il est incapable de faire quoi que ce soit. Milei arrive à faire des choses. Il fait des alliances. Il fait des fois des mesures qui sont plus controversées, qui ne sont pas libertariens, mais il arrive à avancer.
Et après, il faudra le juger sur son mandat final et se dire est-ce qu'il a réussi vraiment à mettre en place des choses. Ce qu'un peu critiqué Milei, c'est qu'il n'a pas réussi à renverser les institutions qui existent parce que toutes les réformes qu'on fait, demain il y a un camp inverse qui gagne, il va renverser ce qui était fait. Donc ça va pas servir à rien. Donc il faut aller dans profondeur dans les institutions. Et d'après les échanges qu'on a eu dans le Parti libertarien, notamment grâce à l'alliance des partis libertariens. Ouais, parce que le PLIB fait partie de l'alliance de tous les partis, enfin en tout cas de la plupart des partis libertariens. Ils maintiennent des partis libertariens dans le monde. Non, l'américain, je crois, c'est du bêtise. Oui, américain, exactement. Donc Argentine, Allemagne, Pays-Bas, Irlande, Canada, oui. Donc on a plein de pays Chili, il y a plein de pays qui ont fait partie de cette alliance-là. Okay. Et justement, ce qu'il disait, c'est que oui, il y a des idées qu'il n'a pas réussi à faire passer. C'était Lila Lemoine, je crois, et qui faisait les présentations. Il disait il y a des choses qui ne sont pas oubliées, ils sont toujours là. Il y a une élection qui arrive, donc il y a des choses qui sont prévues, mais on peut pas tout faire d'un coup. On peut pas déclarer pas d'État. Et moi, je pense que ça serait une mauvaise situation à faire. La loi absurde. Pas, je pense. Oui, mais même si la loi passe, si demain on abolit l'État complètement, il y aura un chaos. Il y aura pas de libertarianisme. Le libertarianisme, il y aura seulement quand il y a des idées qui sont diffusées. Ouais. Juste abolir l'État, ça va juste créer un chaos, et le chaos n'est pas égal au libertarianisme. Oui, ça sera pas une anarchie, mais une anomie. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas ce qui est souhaitable. C'est ça. Et du coup, justement, t'as parlé un peu, Milei, du coup, il est dans une alliance avec donc les conservateurs. Je pense c'est ça, des conservateurs. Ouais. Est-ce que au PLIB, il y a aussi, est-ce que vous avez réfléchi au fait de devoir faire des alliances pour des élections? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé, ou en tout cas qui est envisageable, on va dire plutôt? C'est envisageable. Par contre, je pense qu'il est trop tôt faire des alliances. Parce que quand on fait une alliance, il faut déjà peser lourd dans la balance. Parce qu'à quoi il sert l'alliance? Donc si l'objectif principal du PLIB maintenant, c'est faire grandir le mouvement, devenir une force qui puisse peser dans un débat. Ça veut dire que si on fait une alliance, mais dans ce cas-là, on aura la capacité à négocier des choses. On pourrait dire, oui, dans notre programme, c'est ça, donc on va faire en sorte qu'il y en a moins d'États là-dessus, que là-dessus, cette réforme-là que vous voulez pour ajouter plus d'États là-dessus, on n'en veut plus. Donc, il faut être une force pour peser dans une balance quand on fait une alliance. Donc, l'alliance, là, tout de suite, maintenant, ça va pas apporter grand-chose. On peut bien faire pas des alliances. Donc, déjà, un truc super important, dans les statuts du PLIB, dans la partie fondamentale, il y a un truc qui dit comme quoi on ne peut pas fusionner avec un autre parti. Donc pas de fusion. Pas de fusion. Alliance tactique sur une élection, tout à fait envisageable. On est en train de jouer à un jeu qui s'appelle une élection. Donc ça peut jouer, mais à condition que ça apporte vraiment quelque chose pour réduire l'État et donner plus de liberté. Sinon, on va passer pour deux moutons. C'est vrai que, alors je sais qu'il y en avait qui l'avaient, je sais pas, envisagé, en tout cas, proposé, je sais pas trop, par exemple, peut-être aux européennes, je sais pas trop dans quel cadre, mais typiquement, pour les européennes, il faut 80 personnes, comme on a dit. Est-ce que faire une alliance avec le Parti libéral français ou un autre parti, en gros, ça, je pense qu'ils voudront jamais, mais un autre parti, ça peut être envisageable, par exemple, ou tout à fait possible. Il faut se dire avec qui, sur quelles conditions. Parce qu'il y a une base commune. Tous négocient, hein. Dans la vie, on aime bien. En tout cas, pas de fusion, parce que c'est vrai que c'est ça. C'est déjà arrivé que des partis libéraux, des initiatives libérales se fassent aspirer par des partis, exactement, et pour plusieurs raisons. Et je pense que une raison purement financière. Parce qu'une campagne, j'ai l'impression que chaque fois qu'ils faisaient une élection, ils perdaient de l'argent. Et du coup, ils étaient au bord du gouffre, et du coup, ils faisaient alliance pour parier ça. Il y a aussi politique dans le sens où les dirigeants, ils gagnaient des postes. Oui, voilà, il y a ce genre d'histoire aussi, j'ai entendu. Exactement. On dit, on fusionne, comme ça, toi, t'as un poste dans un plus gros parti, et en fait, le parti qui s'est fait absorber, il n'existe plus, en fait. C'est ça. Et donc les militants, ils sont trahis. Et c'est pour ça qu'en fait, en discutant avec les gens qui s'investissaient, parti libéral démocrate, je crois. J'avais celui-là en tête. En fait, je discutais avec ces gens-là et je me suis dit. Il y avait Emmanuel Gave, je crois, justement. Qui? Emmanuel Gave. Peut-être, pas en tête. Mais oui, il y a plusieurs personnes qui sont connues maintenant, qui ne sont plus du tout des libéraux, mais qui sont complètement tranquilles la fusion contre un beau poste. Et ce qu'on veut éviter. C'est-à-dire que le parti ne peut pas fusionner avec quelqu'un. Donc si on est dans les statuts, on va pas fusionner avec un autre parti. Ok, d'accord.
Et du coup, si on veut être président du Parti libertarien, bah en fait, c'est pas pour gagner un poste dans un autre parti. Ouais, c'est sûr. Ça marche pas comme ça. Ok, ouais. Aussi, j'avais une question sur t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, sur les un peu plus gros partis qui commencent à piquer un peu les idées libérales, libertariennes. Oui. Je sais pas ce que toi t'en penses. Il y a notamment celle qui revient beaucoup, c'est Sargnafo, Oui. de Parti Reconquête, qui, alors je sais pas si du jour au lendemain elle est devenue libérale ou quoi. Mais en tout cas, elle fait pas mal de sorties libérales, on va dire ça comme ça. Il y a aussi il y a Éric Ciotti qui aussi fait de plus en plus de sorties un petit peu libérales. Il reprend la tronçonneuse carrément de Milei. Et aussi David Lisnard, bon, lui qui prend un Skype, ouais. Qui ça? Il prend un Skype, je crois, c'est ça? Peut-être, ouais. Oui. Non, oui. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que tu penses que c'est un peu des circonstances avec l'élection de Milei? Enfin voilà, je sais pas ce que t'en penses. Je pense complètement c'est ça. D'ailleurs, je vous conseille une vidéo sur Média Libre qui est très bien très bonne sur le sujet. Donc, donc qui analyse parfaitement bien la situation, je trouve. Oui, donc ce sont pas des libertariens, ce sont des libéraux conservateurs en général. Donc ce team, moi, il me fait beaucoup rire, juste parce que quelqu'un qui fait de la politique depuis tant d'années et qui dit ouais maintenant je vais tout couper, mais le mec il était ministre déjà avant, je crois, ou donc il a eu l'occasion de qui a déjà l'occasion plein de fois, et là d'un coup il se réveille et se dit bah tiens c'est super, je vais faire ça. Non, c'est l'opportunisme politique, bien sûr. C'est pas grave. Moi je préfère que quelqu'un reprenne des idées qui sont libérales ou libertariens que à quelqu'un qui reprenne des idées encore socialistes et étatistes. Oui. C'est déjà mieux. Ouais. Il faut pas faire d'illusions. Il faut être lucide sur ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais c'est toujours mieux que rien. Et les politiciens, c'est toujours ça. Hein. Je suis président de parti politique, mais je dis ça, c'est les politiciens, il est là pour être influencé. Donc il a besoin qu'il y ait une base qui lui dit non, et on a besoin de ça. Et c'est ça qui va faire que l'annon, quand il va être saisi, il va pas rester chez les personnes qui l'a saisi, mais qui pourrait être projeté dans le volcan. C'est bien mon métaphore. Donc Serra, je trouve que ce qu'il dit des choses qui sont très bien. Et certains points, je me dis bah il aurait pu être parti libertarien, mais quand ça part des sujets plus sociétaux, même avec certains sujets politiques, il est clairement plus conservatrice. Et qui souhaite surtout qu'il soit conservatrice, à la limite, je m'en fiche. Par contre, qu'il veut utiliser la force de l'État pour imposer ces valeurs-là, en fait, c'est ça qui est grave. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte. C'est que quand on utilise la force de l'État pour imposer des valeurs progressistes ou conservatrices, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois qu'il y a une élection, quelqu'un d'autre qui gagne? Il va renverser ça. On a un cas qui est très drôle avec Marine Le Pen en ce moment, qui disait toujours comme quoi il faut que les politiciens soient exemplaires et qu'ils soient bannis à vie d'élection à partir du moment qu'ils se fassent attraper. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle a voté pour ce type de loi. Maintenant, elle le prend dans son propre jeu, quoi. Dans son propre jeu, exactement. C'est pas le terme que j'ai en tête, mais oui. Donc, et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dès qu'on met en place une loi qui peut être servi contre ses opposants politiques, ses opposants de valeurs, il va être servi derrière contre ces mêmes personnes. Et ça arrive partout. Hein. C'est arrivé. Donc en Allemagne, ils sont en train de parler pour interdire AfD, donc Alternative des démocrates. Et du coup, les gens se rendent pas compte que là, ils veulent l'interdire. Mais si on fait passer cette loi-là, et les gens derrière qui gagnent une élection, ils vont pouvoir utiliser le même dispositif pour interdire un autre parti, peu importe lequel. Donc à partir du moment qu'on utilise la force de l'État coercitif pour imposer quelque chose, on va le prendre de sens inverse. Là, pour l'instant, les écoles, ils sont plus progressistes. L'école publique. Demain, on a RN qui arrive au pouvoir. Il y a des fortes chances qu'elle soit plus conservatrice. Donc, en fait, en fait, l'objectif des libertariens, c'est ça. Ça veut dire que sortir, par exemple, l'école de la main de l'État et faire en sorte qu'il y a des écoles privées qui apparaissent, qui progressivement, pas forcément abolir tout de suite l'école publique, mais en tout cas donner une initiative privée aux gens. Notamment via Chèque Éducation, pour que les gens puissent prendre cet argent-là et aller dans une école privée qui donnerait un enseignement qui correspond plus aux valeurs de cette personne-là.
Ok. Le chèque éducation, c'est poussé par le PLIB. Bon, toi, c'est des mesures qui sont envisagées. C'est des mesures qui sont envisagées. Ça fait partie des choses qui sont sur notre site. Okay, je pense que c'est une bonne mesure intermédiaire. Ouais. Il faut pas oublier comme quoi c'est pas une mesure finale. C'est pas l'objectif. Pas du libertarisme, mais c'est du libéralisme. En tout cas, ça peut. Oui. Ouais. Mais chèque éducation, au moins, le gros avantage, c'est qu'il peut permettre de ne pas détruire ce qui existe déjà. Parce que si on dit demain on ferme l'éducation, il y a plus rien. Bah, où est-ce que mon fils va à l'école? Ouais. Donc, je sais pas s'il y a assez d'écoles privées. C'est ça, il y a pas assez d'écoles privées. Donc, qui dépendent encore du public, en plus. Qui dépendent du public, qui ne sont pas 100% aussi privés, qui peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc, progressivement, il faut donner déjà aux familles la possibilité de enseigner leurs enfants à la maison, éduquer comme ils le souhaitent. Aussi, parce qu'il y a eu pas mal de régressions là-dessus. Il y a Macron, très progressiste, qui a interdit ça. Ouais. Très logique. Et du coup, chèque éducation, ça a une bonne mesure intermédiaire pour déjà faire en sorte que l'argent qui va, donc si moi je décide de mettre mon fils dans le privé, je vais devoir payer l'école privée et l'école publique par les impôts. Là au moins, ça permet de récupérer l'argent qu'on a payé dans les impôts pour mettre là où on se fait. Ok, ouais. Et ça, c'est déjà envisageable dès maintenant. Et demain, quand il y aura des écoles privées, et donc l'école publique, je suis sûr qu'il ne tiendra pas de concurrence face aux écoles privées, en fait, il va mourir tout seul. Il n'y aura pas besoin de quoi que ce soit. Pas besoin de l'État pour le tuer. C'est le marché qui va finir l'école publique. Et d'ailleurs, chèque éducation qui sont mis en place en Suède, je crois. Ou en tout cas, c'est mis en place déjà dans des pays. Oui, c'est déjà mis dans plusieurs pays, en Suède, également aussi dans certains États des États-Unis. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui marche bien. Après, bien sûr, l'objectif, c'est pas rester sur le chèque, c'est que derrière, c'est une étape. On réduit les impôts pour que les gens n'ont pas besoin de donner l'argent à l'État pour que l'État redonne l'argent. C'est absurde comme démarche, mais déjà, c'est une première étape qui permet d'avoir des écoles privées qui apparaissent, qu'il y a une concurrence qui se crée, qu'il y a une diversité, qu'il y a un choix. Et c'est ça le libertarisme, c'est le choix. Ouais. D'ailleurs, je crois que Milley avait dans son programme le chèque éducation. Je sais pas s'il l'a mis en place, je sais pas du tout. Je n'ai pas entendu parler qu'il l'a mis en place. Après, j'avoue que je suis pas forcément toutes les mesures qu'il a mis en place. Ouais, des fois c'est un peu dur de savoir ce qui est fait, ce qui est pas fait. Sachant que je parle pas espagnol. Ouais. Donc il faut que. Je parle déjà russe et français, et anglais aussi. Mais il faut que ça arrive jusqu'à moi déjà. Donc c'est sûr. Alors même on n'a pas toutes les infos. Je compte pas sur les médias français pour me dire ce qui se passe en Argentine. Évidemment. Le premier truc qui était drôle, c'est qu'il a dit qu'il a pas de subvention pour les médias de la part de l'État. Donc en France, ça a créé un truc incroyable. Donc tout le monde a détesté Milley d'un coup. C'est bizarrement les médias publics, ils aiment pas trop parler en bien d'un mouvement qui va pas dans leur sens. Donc là-dessus c'est compliqué. On l'a traité déjà sur la chaîne. Le cas d'articles en plus c'était France Culture. Enfin je sais pas, mais en tout cas de gros médias qui sont censés être fiables, qui disaient des bêtises, et j'ai encore vu il y a pas longtemps une nouvelle bêtise par ce même média qui faisait les mêmes erreurs vraiment sur le libertarianisme, dire que c'est la liberté sans aucune limite, ou toi des erreurs comme ça. Bon, c'est. Moi je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que les gens ne sont pas renseignés assez. Ils ont lu les pages Wikipédia, ils ont compris la moitié. Mais même en lisant des fois le paragraphe de Wikipédia, tu vois qu'ils disent des bêtises. C'est ça qui est fou, quoi. Les gens, forcément, ils ont un biais. Et moi aussi, j'ai un biais. Tout le monde a un biais. Donc, si la personne de base, elle connaît pas le sujet, il y a des fortes chances qu'elle comprenne mal certains aspects, qu'ils interprètent mal aussi. Et également aussi, je pense que donc, il y a une partie plus non volontaire. Et je pense qu'il y a aussi une partie qui est volontaire. J'ai déjà eu des cas des gens qui nous ont parlé, qui travaillent dans les journaux, qui ont voulu parler des libertarianismes. Oui, t'avais fait 2-3 interviews, non? Enfin, t'as fait 2-3 articles, 2-3 interviews. Interviews, après les médias, ils reprennent ce qu'ils veulent. Donc, à la fin, donc, on fait 1 heure d'entretien avec un journaliste. À la fin, il y a 3 paragraphes où ils ont repris des passages qu'ils ont envie. Après, c'est pas grave, c'est le jeu. Je sais très bien que ils vont pas dire exactement ce que je dis. Mais au moins, ça permet de se faire connaître les partis libertariens et faire venir des gens dedans, et que les gens s'intéressent déjà et se dire mais qui est ces gens, c'est fou. C'était eux qui étaient venus vers toi, du coup? En général, oui, c'est des gens qui passent. Et ça avait eu quand même un impact. Je sais pas si t'avais constaté une hausse des adhésions ou. Il n'y a pas eu une grande hausse parce que c'est pas parce que les gens ils ont lu une fois dans un journal quoi il y a les libertarianismes, qui vont s'intéresser, qui vont creuser les sujets, qui vont adhérer. En fait, c'est un travail de longue haleine, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, ça sera toujours quelque chose qui nécessite du temps. Il faut éduquer le marché, comme on dit dans marketing. Il faut que les réflexions, que l'idée fasse son chemin pour arriver jusqu'aux gens, pour qu'ils déclenchent une action d'adhérer. Donc, si vous êtes d'accord avec les idées libertariennes, adhérez déjà au parti.
Ça nous aidera à se développer. Ça vous permettra aussi de rejoindre une communauté, de faire des rencontres, ce qu'on organise au parti aussi. Mais oui, c'est pas parce que les gens ils ont lu une fois ou 3 fois dans la presse que déjà ils ont lu l'article, qu'ils l'ont ensuite compris. Ils ont lu le titre, c'est faux. Non, bien sûr que non. Ouais. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont opposées à une participation à une élection, parce que oui, ils ont participé à une élection et c'est pas forcément donné à une grande vague. Donc même en passant sur la télévision, bah oui, évidemment, les gens vont pas sauter dedans. Ils étaient biberonnés à l'étatisme depuis leur naissance. C'est pas d'un jour au lendemain qu'ils se disent mais tiens, c'est génial. Ouais, c'est un non, chemin, c'est un chemin à faire. C'est un travail qui nécessite beaucoup d'explications, donc beaucoup d'éducation, même si j'aime pas forcément ce terme-là, mais plutôt d'explication. Ouais, oui, d'accord. Et même par rapport, je sais pas si t'as vu, parce que forcément avec l'élection de Milei, on entend quand même un peu plus. Alors des fois, pas forcément de la bonne manière, mais on entend un peu plus parler du mouvement libertarien. Je sais pas si t'as quand même vu une différence ces derniers temps, je sais pas, cette dernière année, sur les adhésions, ou en tout cas sur le. Oui. Il y a quand même plus de demandes. Oui. Ok. Il y a quand même une différence là-dessus. Alors il y a plusieurs aspects. Après c'est dur de quantifier parce qu'il y a à la fois le parti. On a fait plus de choses. Il y a eu une année quand j'ai démissionné de poste de président et il y a eu pas beaucoup d'activités au parti, donc forcément les gens ils voient pas l'intérêt d'adhérer et de renouveler l'adhésion. Donc nous, gagnant l'élection, donc j'ai essayé de faire en sorte que de ramener des gens aussi et donner l'initiative aux gens pour qu'ils s'investissent, pour faire en sorte que le parti avance, qu'il fasse des actions, qui montrent comme quoi on existe réellement. Donc il y a cet aspect-là. Il y a également aussi tout ce qui se passe dans le contexte international. Il y a des gens qui évidemment qui ont entendu parler du libertarianisme grâce à ce qui se passe en Argentine. Ouais. Il y en a qui ont entendu parler grâce aux médias, même s'ils se sont trompés, ils ont dit ouais Trump c'est un libertarien. Ouais, aussi, mais il y a des gens qui viennent au parti et adhèrent et disent ah bah moi j'aime bien Trump. Et ils disent bon bah ok oui, il faudrait que on discute. Comment vous gérez dans ce cas-là parce que bah en fait déjà on peut adhérer et n'importe qui peut devenir adhérent à partir d'€1 de cotisation. Ouais, ça c'est très simple, ça coûte pas cher, donc chacun il donne autant qu'il veut. Il peut donner une cotisation symbolique pour dire bah voilà, je soutiens ou je veux adhérer, je suis là, etc. Et après, il y a une barrière qu'on a mis en place avec les nouveaux statuts, c'est-à-dire membre actif, et c'est tout simplement une cooptation pour devenir membre actif. Membre actif, la seule différence qu'il a avec un membre simplement adhérent, c'est qu'il a droit de vote à l'Assemblée générale. Okay. Il a droit de se présenter aussi à l'Assemblée générale pour devenir président, etc. Et en fait, c'est par cooptation. Donc, n'importe qui est déjà membre actif peut faire passer un entretien à une personne et dire ok bon tu comprends c'est quoi le libertarianisme globalement, donc pas d'avoir une barrière, c'est ça, ou bien il y a des lacunes, donc je te conseille de lire ça, regarder ça, etc. Pour qu'une personne qui a droit de vote, qui a compris c'est quoi le libertarianisme. Ok, d'accord. Parce que oui, du coup c'est d'un côté on entend beaucoup parler, d'un autre côté des fois c'est des bêtises qui sont dites, oui. Donc faut faire avec quoi. Oui. Mais ouais je comprends. Mais après c'est à nous en fait de faire le travail. C'est à nous d'éduquer. C'est ça. Et j'ai déjà parlé avec un journaliste qui m'a dit, je dis oui mais en fait Trump n'est pas un libertarien. Il m'a dit oui mais oui mais dans les médias on le dit comme quoi le libertarien il est plus connu que vous. Donc moi je l'appellerais libertarien. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc en fait, oui, les médias, c'est ce qu'ils vont faire. C'est pas leur objectif, c'est pas être objectif, ni nous aider, bien sûr. Sauf si vous êtes un journaliste, dans ce cas-là, bienvenue. Mais c'est pas leur objectif. Ils vont traiter l'information telle qu'elle est. L'objectif du parti libertarien, c'est prendre l'information, traiter et faire ce qui, peu importe si on a exposition médiatique, faire en sorte qu'on expose mieux nos idées, aussi bien qu'on peut. C'est également aussi de faire notre travail pour devenir plus fort, pour pouvoir crier plus fort et transmettre l'image de manière beaucoup plus importante. Diffuser l'image. Donc en fait, forcément, si moi j'ai un micro dans le podcast et si j'ai un mégaphone dans la rue, dans une manif, ma voix portera beaucoup plus loin. L'objectif, c'est d'aller justement à cette étape-là où on pourra parler avec le maximum de gens. Ok. Et déjà, vous voyez une progression là-dessus. Oui, vous arrivez déjà. On a eu cette année-là, on a eu plus d'adhérents qu'on n'a jamais eu au parti, je crois. Ok, donc c'est positif. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'on est devenu, on a 100 000 adhérents comme RN, mais on est loin de là encore. Le parti qui monte malgré le silence des médias. Oui, c'est ça. Mais nous, justement, l'objectif, c'est qu'on progresse
Et après, il faut se faire connaître aussi, parce que pas parce qu'on a créé un parti que tous les médias vont parler de nous, qui vont nous inviter en plateau. Ça m'est déjà arrivé qu'en distribuant des tracts ou de collant des affiches, des gens disent je connaissais pas ce parti-là, mais pourquoi vous êtes pas sur le plateau télé? Ah ouais. J'aimerais bien, on m'invite pas. Ouais, c'est marrant. Enfin, c'est. Oui, naïvement, on peut se dire, c'est un parti, donc c'est. C'est ça. Et ouais, parce que du coup, c'est quoi les réactions un petit peu, justement, quand tu fais du tractage, quand t'as des personnes qui connaissent pas le parti ou qui découvrent le parti, c'est quoi un petit peu les réactions Bon, en général, quand d'ailleurs il y a des gens qui veulent tracter, n'ayez pas peur, parce que les gens en général ils s'en fichent. Ouais, ils vont pas vous agresser. Non, c'est ça, ils prennent le tract au mieux. Comme on peut voir avec les. Et dire non merci, parce que tout simplement ils ont pas envie d'avoir un truc, ils savent pas c'est quoi. Oui, ils tracent leur route et basta. Oui, c'est ça. Il y en a qui le prennent, qui le lisent, tant mieux. Il y en a qui le prennent, qui le jettent, ça c'est pas bien. Ne prenez pas dans ce cas. Moi je prends toujours les flyers des communistes pour cette raison-là. Déjà pour se renseigner à ce qu'ils disent, et en plus parce que je me dis un coco, comme disait un ami à moi, un coco n'aura pas son flyer. Et du coup oui, les gens qui ils prennent, et il y a des gens qui ça aboutit à des discussions intéressantes, ils posent des questions vraiment, donc là ça permet vraiment intéresser les gens. Après il faut être bon, bien sûr. C'est pour ça qu'on a aussi un projet au Parti libertarien, travailler sur un script pour dire quels sont les bons arguments à sortir, parce que c'est pas parce qu'on a raison qu'on a forcément un argument sous la main quand il y a quelqu'un qui pose une question. Donc l'objectif c'est d'aider un petit peu à structurer, un peu confondre les commerciaux. Une sorte de kit. Ouais, c'est ça. Kit militant. Ouais. Exactement. Et donc il y a ces projets-là. Et il y a des gens qui disent c'est quoi, c'est libertin, c'est ça. Donc il y a une confusion aussi des fois, parce qu'on peut être libertin et libertarien. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, c'est ça. Mais pas parce qu'on est libertarien qu'on est libertin. C'est pas forcément. Voilà. Il y a des gens qui, une personne, le truc le plus grave qui m'est arrivé, c'est qu'une personne m'a crié comme quoi je suis stalinien. Quoi? Voilà, je te demande. Je m'aurais plus attendu l'autre bord, tu vois, parce que stalinien, ça m'étonne. Du coup, moi je dis c'est pas très gentil pour mes grands-parents, mais. Ouais, en plus, ouais. Mais bon, il est parti, c'est pas grave, hein, il s'est pas rien passé, c'est rien passé de grave. Donc les gens ils réagissent, en général ils s'en fichent, par des cas. En tout cas, ça permet d'avoir des discussions un peu intéressantes et ramener des gens. Mais pareil, progressivement, parce qu'on a donné un tract à une personne qui va forcément se dire mais tiens, c'est génial, c'est toujours ça que je trouvais. Il y a des cas, mais c'est assez rare. Ok. Et en vrai, je pense qu'on a réussi un moment qui est super intéressant, parce que la partie de gauche, on a eu Hollande qui était pas. Enfin, les gens, je pense pas qu'ils l'ont adoré. Il y a eu donc Sarkozy avant, qui n'était pas non plus, les gens n'ont pas non plus adoré tant que ça. Il y a eu Macron au centre, donc pareil, c'était pas. Maintenant, de plus en plus, les gens les détestent encore plus. Ouais. Donc en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste gauche, droite, centre. Il reste des extrêmes. Il reste des extrêmes, et en fait, le Parti libertarien, c'est le seul alternatif qu'on donne par rapport à tout ce qui existe déjà. On a un potentiel qui est énorme, qui est super fort. Moi, je considère toujours le Parti libertarien comme une start-up. On n'a juste pas encore trouvé de marché. Mais il faut aller vers ces marchés-là. On a une capacité énorme de progression. Je pense qu'on peut faire en sorte que nos idées deviennent plus importantes, clairement. Il faut juste des gens qui s'investissent, qui poussent ces idées-là. Parce que ça va pas se faire naturellement. Il faut l'investissement. Ouais, j'avais une question aussi sur est-ce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure, des différents partis libertariens dans le monde. Est-ce que il y a des actions, ou est-ce que il y a des choses qui sont prévues avec je sais pas, tu parlais du Parti libertarien d'Argentine. Est-ce que il y a des projets ou en tout cas des choses qui sont prévues comme ça avec d'autres partis libertariens pour qu'ils puissent aider justement à être plus efficaces, par exemple le Parti libertarien russe qui a plus d'expérience sur le terrain, ou qui a plus d'expérience en tant que parti politique. Est-ce qu'il y a des aides comme ça qui sont envisagées? C'est envisageable, et ça se fait déjà. Après, il faut se dire comme quoi c'est pas quelque chose qui est naturel chez les libertariens. Les libertariens plutôt ils cherchent à s'enfermer plutôt que d'aller vers le monde entier, alors que c'est une erreur. Il faut aller vers les gens, il faut que ce mouvement soit mondial pour gagner un combat, parce qu'une voix qui résonne dans le monde entier, ça résonnera toujours plus fort que dans un seul endroit. Ce qui fait très bien la gauche en général, c'est que un article qui est pris, qui fait aux États-Unis de la gauche, il sera repris quasiment identiquement partout ailleurs. Ouais, c'est fou. D'ailleurs, USAID, d'ailleurs, était basé là-dessus. C'est-à-dire que ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, il avait un système d'aide qui est distribué en fonction de leur choix politique.
Donc le parti démocrate essentiellement, donc Trump, il a fait un gros stop là-dessus, et là-dessus il a raison, tant mieux. Pas parce que je l'aime pas, surtout que je peux pas dire comme quoi je fais des choses très bien. Donc là-dessus il a fait des choses très bien, et en fait on a découvert comme quoi les États-Unis finançaient plein de médias partout dans le monde. C'est fou. J'imagine, grâce à ça, et du coup ils demandaient forcément des comptes rendus, ils demandaient forcément des KPI, et en fait il y avait un réseau qui faisait qu'un message qui est entendu là-bas est entendu partout ailleurs, ce qui fait qu'une personne lambda entend le même message de partout et se dit mais ça a l'air d'être correct. Ouais. Donc c'est là qu'on va créer, en fait, on va créer une sorte d'écho-chambre, mais qui est mondiale. Ouais, parce que typiquement, je sais que par exemple Mélenchon, surtout en 2017, je sais pas s'il a fait la même chose après, mais en 2017, il avait carrément pompé la campagne de Bernie Sanders, et ça allait même jusqu'où il avait repris tel quel. Il avait copié-collé le site de Bernie Sanders, même au niveau des couleurs, etc. Je crois que maintenant ils ont dans leurs élections, ils ont plutôt copié Podemos en Espagne, même au niveau des couleurs, ça qui est fou. Bah, après c'est pas grave, enfin j'ai envie de dire le rouge pour les communistes c'est assez courant. Ouais, c'est plus est-ce que nous, enfin parti libertarien pareil, si vous allez sur plusieurs sites vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de sites qui sont jaunes et noirs. Ouais. Donc il y a une raison, donc c'est pas, ça me choque pas. Après, il y a des choses qui sont, la gauche fait très bien. Il y a eu, quand il y a eu le début de la guerre, il y avait un communiste en Russie qui risquait les prisons. Mélenchon a fait en sorte de le faire venir en France pour le sauver. Ah oui. Ouais, donc en fait, quand il y a pareil en Amérique du Sud, quand le conservateur gagne contre la gauche, la droite connecte à la gauche, bah en fait ils vont tous fuir à côté dans les pays d'ailleurs, en attendant que ça aille mieux dans leur pays. Et une fois que ça va mieux, ils retournent tous. Et en fait, la gauche s'entraide depuis son premier international de manière continuelle. Et bon, en soi, ils ont raison là-dessus. Donc déjà pour dire que les libertariens c'est pas naturel. On devrait aller vers ça. Bah, surtout avec la guerre en Russie, enfin en Ukraine. Ouais. Justement, le parti libertarien, ce que disait en Russie, qui est parti de Russie, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait faire. Les gens qui sont connus socialement, oui. Donc ça, c'est tout à fait faisable. Quand on a réalisé les manifestations à Paris, il y a des membres des partis libertariens russes qui nous ont venu nous donner un coup de main. Il faut savoir que c'était les premières manifs qu'on a organisées au parti libertarien. C'est la manifestation pour l'arrestation de Durov. C'était contre l'arrestation de Durov, plutôt, mais oui, c'est ça, c'était pour la liberté d'expression, et c'était pas contre uniquement Durov, parce qu'en fait, c'est juste un mouvement qu'on observe, c'est pour faire en sorte de faire la pression sur les réseaux sociaux, pour qu'ils obéissent à la loi, pour qu'ils cessent la censure, pour qu'ils contrôlent mieux les messages qui est diffusé dessus, et faire en sorte que la loi fake news, comment il s'appelle l'autre, Digital Act, toutes ces lois-là qui cherchent justement à restreindre la liberté d'expression. Et ce coup-là d'arrêt des périodes Durov, c'était symbolique. C'était le cas aussi déjà en Russie où ils ont cherché Macron a fait ce que et il n'a pas réussi Poutine et Macron il le met et il se passe rien, les gens ils se disent oh bah ok tout va bien, alors que quand c'était en Russie les gens ils sont devenus fous, même ici en France on écrivait des articles contre les limitations de liberté d'expression, alors que là ça passe. Ça c'est faux parce que c'est les premiers en plus du côté de la Macronie à critiquer Poutine, sur des raisons légitimes, voilà. Mais du coup ils ont fait la même chose. Bien sûr. Ça qu'il faut. Enfin, parce ils ont fait l'État a toujours la même nature. L'État a toujours la même tendance de prendre encore plus de pouvoir. L'objectif du pouvoir étatique, c'est de prendre encore plus de pouvoir à chaque fois. C'est pas faire du bien commun, quoi que ce soit. Le premier objectif, c'est de concentrer un maximum de pouvoir. Donc oui, on peut collaborer avec des gens. Quand on a fait également pour cette manifestation-là, on a fait aussi une pétition qu'on a réussi avec notre message, qu'on a réussi à diffuser aussi dans le monde partout, avec des partis libertariens qui ont relayé notre message, qui ont relayé notre pétition et ce qui a fait en sorte que notre voix était un peu plus attendue. Et ça peut être également le cas partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe comme une agression contre les libertariens. Des gens en ont parlé en France quand il y a eu les kidnappings des libertariens au Venezuela. On n'a jamais entendu parler d'un libertarien du Venezuela qui s'est fait tuer dans la rue, je crois, à Chili, par Maduro, donc les forces de Maduro. On a entendu quasiment pas parler des libertariens quand ils étaient chassés et mis en prison en Russie. Donc en fait, on va dire, je pense, tout à fait normal, c'est qu'on dise que ce sont des gens qui ont fait des choses, que des gens qui consacrent leur vie à ça, et la gauche fait très bien ces sujets-là, c'est-à-dire que des gens qui subissent une attaque, ils deviennent des héros et des sources d'inspiration pour tous les autres.
On devrait faire pareil, je pense. On peut collaborer aussi sur le message, on peut collaborer aussi sur l'organisation des conférences. Il y a une idée comme ça, c'était créer des conférences à peu près partout dans le monde, et en Europe, pourquoi pas aussi, parce que le monde c'est trop large. Mais en Europe, on peut collaborer avec d'autres partis libertariens pour faire des conférences importantes. Ok, un petit peu, en gros, que plusieurs partis libertariens européens se réunissent dans une ville. Et, ça, c'est prévu? Ou en tout cas, c'est un des projets qui est envisageable. Il y a des gens que je sais qui ont envie de s'investir dedans. Okay, donc, s'il y a des gens qui veulent le faire aussi, c'est très bien. Parce que ça permet de faire des rencontres, ça permet aussi d'être plus visible. Ça permet une collaboration. La gauche faisait toujours bien la collaboration au Parlement européen. Donc la droite est en train d'apprendre ça aussi. Et évidemment, ça va mieux marcher que d'être divisé. Ouais. Donc c'est une bonne axe d'amélioration. Après, je nuance toujours. C'est très bien en international. Par contre, on aidera plus, on pourrait être plus attendu à un niveau international si notre mouvement national il est déjà fort et déjà puissant. Ouais. Donc il faut déjà devenir fort nous-mêmes pour pouvoir propulser cette force-là supplémentaire qu'on pourrait avoir au niveau international. Après des fois, alors, je sais pas si ça peut être le cas, mais des fois le fait d'avoir fait quelque chose qui se répercute à l'international peut te donner aussi peut-être te faire parler de toi nationalement, ça peut être aussi. Mais comme l'élection d'Emilé a fait parler de nous, qui a ramené des gens chez nous, bien sûr. Donc ce qui se passe, les battements des ailes en Argentine, peut-être ramènera une vague en France. Et du coup, j'avais une question. C'est une question un peu bateau posée aux politiciens. Mais imaginons tu es on dirait élu président. Je sais peut-être que t'as pas envie d'être élu président. Je crois que tu le disais tout à l'heure. Mais imaginons t'es élu président. Quelles sont les premières mesures en gros, selon toi, quelles sont les mesures principales à entreprendre en France dans le contexte actuel? Déjà, moi, je me considère pas autant que politicien. Je gagne pas ma vie avec. Bien sûr. Je gagne ma vie en travaillant. Je suis entrepreneur. Je gagne ma vie avec des clients, donc j'ai des factures. Tout ce que je m'investis au Pélib, je gagne pas d'argent avec. Donc, je peux m'en perdre. Mais je gagne pas avec. Donc, je gagne. C'est aussi le temps que je m'investis. C'est le temps de week-end, de nuit, de soirée que j'investis pour ça. Donc, qu'est-ce que je ferais moi en tant que président? Déjà, je pense que je suis pas une bonne personne pour être président, pour aller à une élection présidentielle. Moi, j'ai pas d'ambition présidentielle. Je suis né en Russie, j'ai un accent, j'ai plein d'autres raisons qui font que je serais pas une bonne personne pour être président, pour être même candidat à l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a des gens qui feraient bien mieux le travail que moi, et j'espère qu'il y aura plus de gens qui pourraient le faire aussi. Mais qu'est-ce qu'il devrait faire plutôt un président libertarien? Ouais, c'est plus quelles sont en gros les mesures à prendre. Enfin, en gros, quelles sont les mesures qui seraient à prendre au plus vite. Je pense en gros, surtout les mesures à prendre. Quels sont qu'est-ce qui est le plus urgent, quoi? Mais je pense qu'il a eu une bonne axe, c'est-à-dire qu'il a pris une tronçonneuse, il a coupé des choses en se disant, on verra. Ouais. Et en fait, c'est pas en créant des comités qu'on va réduire la taille de l'État. Et il faut déjà commencer par couper de manière très sévère dans les choses qu'on peut couper immédiatement et voir comment est-ce qu'on peut réduire le monopole de l'État partout ailleurs pour pouvoir ensuite couper le reste. Mais stratégie du Millet, je pense qu'il est très bien. Il faut aller dans la partie réduction, oui, c'est ça, la réduction de réglementation, réduction des temps de fonctionnaires, etc., quoi. Exactement. Donc il y a toutes ces étapes-là à faire, et ensuite finir par la décentralisation. Ouais. Quoi. Parce que si on décentralise tout de suite maintenant, si on fait les sécessions maintenant, on dit chacun a le droit de faire la sécession. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura à la place d'un État français socialiste, il y aura 50 États socialistes. Pourquoi? Parce que en fait, il faut qu'il y ait des idées qui avancent, il faut qu'il y ait un poids de réglementation, un poids également fiscal qui descend pour que les gens puissent prendre leur liberté, pouvoir s'en servir. Donc la mesure première, c'est de couper un maximum et ne pas créer des trucs du type une structure bureaucratique. Tu penses au Doge peut-être un peu aux États-Unis. Son initiative est bien. En vrai, l'initiative est bien. Après, c'est juste que moi, je trouvais que quand Trump l'a annoncé, je me suis dit ça fera une structure bureaucratique de plus. Déjà, parce qu'en attendant qu'ils y prennent le reste. Le Doge, si je dis pas de bêtises, ça a un pouvoir plus consultatif. À la base, de l'audit en fait. C'est ça. Si je dis pas de bêtises. Après, ils ont
peut-être un peu plus de pouvoir que ce que la Constitution les confie. Encore une fois, là, dans la politique, c'est le champ du possible, pas parce qu'on a droit ou pas droit qu'on le fait pas forcément. Ouais. Et en plus, il y a dès le début, il y a quand même Vivek Ramaswamy qui est parti, donc. Oui, bah. Bon après, voilà, en tout cas, ils ont l'air d'avoir fait certaines choses. Il y en a certains qui disent que, en fait, au final, il n'y a pas tant de réductions qui ont été faites. En tout cas, à l'heure actuelle. C'est vrai. Et je crois même ils ont dépensé plus que qu'ils dépensé Biden l'année dernière. Ah oui, clairement. Mais il y a, oui, après, la démarche en soi, il est pas mauvaise. Mais je pense prendre la tronçonneuse et couper un maximum ce qu'on peut couper. Et je pense qu'en France, il y a déjà des choses qu'on peut supprimer complètement. Ouais. Et après, il faut voir les mesures progressives pour réduire tout le reste. Parce que des choses qu'on peut pas faire d'un coup, on peut pas tout supprimer. Ouais, genre santé, éducation, tu vois. Bah, santé, après, santé, en vrai, on peut faire des choses, mais là, pour l'instant, tout est public. Tout est géré par l'État. Donc, il faut aller progressivement déréglementer déjà tout ça. Faire en sorte qu'on puisse les gens choisir s'ils veulent adhérer à l'assurance publique ou ils veulent prendre une autre assurance. Et également décentraliser, comme le cas en Suisse, où ils ont pas un système d'assurance de santé publique, ils en ont plusieurs. Et ça, c'est déjà intéressant. Ouais, il y a niveau entreprise, niveau... Non, c'est même au niveau de leur... comment ça s'appelle, le canton. Chaque canton a la manière de gérer. Et du coup, Genève, le canton de Genève, ils ont une grande cotisation. Donc, un grand prélèvement d'impôts, alors que d'ailleurs, il y en a beaucoup moins. Et en fait, il y a déjà une concurrence qui existe entre les cantons. Et sachant que l'idéal, ça serait bien sûr de dire, bah moi, je veux pas adhérer à un truc public, donc moi, je donne pas les cotisations, je donne pas l'impôt, et moi, je choisis soit m'investir dans le privé, soit ne prendre le risque, ne pas investir dans le privé. Ouais, ok. Et oui, du coup, t'en as parlé un petit peu. La décentralisation, c'est que une différence, par exemple, entre la France et les États-Unis, mais même l'Argentine. L'Argentine est quand même plus décentralisée que la France. Oui. La France, on est quand même un pays très centralisé, même quand on regarde les principales économies, enfin les pays avec les plus grosses économies. En gros, on va dire les pays développés. La France, c'est le pays le plus centralisé, je crois, des pays développés. Oui, parce que ça vient de là, en fait, la France. Et ça, c'est le jacobinisme, c'est... Voilà. Oui, c'est ça, c'est même le royalisme, à la base. Oui, déjà, la monarchie... Le roi Soleil, Louis XIV, qui cherchait justement à se centraliser et faire en sorte que ça soit centralisé un maximum. Donc, l'administration était inventée en France. Pourquoi? Parce même l'État-nation, je crois que c'était déjà... Pardon? L'État-nation, je crois que c'était déjà... Non, c'est même pas l'État-nation, c'est l'administration. Le fait comme quoi, partout, la même règle, donc la même grille. Il faut cocher telle case pour avoir ça. Donc c'était créé comme une avancée à l'époque, un peu plus d'esprit égalitaire. Mais également aussi de centraliser les pouvoirs et imposer le pouvoir du roi partout ailleurs. Et ce qui s'est passé en France avec l'Empire, ensuite avec les républiques, les 5e République, notamment, il y a toujours cette centralisation qui est importante. Moi, je trouve ça fou qu'en France, il y a personne qui se pose les questions que les préfets sont nommés par le président. Ils sont pas élus. C'est quelqu'un qui a un énorme pouvoir, mais qui n'est pas élu, qui est nommé par le président. Et c'est un fonctionnaire de base. Donc, c'est fou que la décentralisation est très peu abordée par nos politiques. Oui. À droite, à gauche, à droite, c'est très très peu abordé. Et je trouve ça fou, alors que pourtant on est dans un pays très centralisé. Je trouve ça bizarre que ce soit pas plus abordé, quoi. Mais je pense que parce qu'il y a des bases, cette pensée qui existe depuis plusieurs siècles, elle fait en sorte que dans la mentalité des gens, c'est quelque chose qui est quasiment devenu naturel et on remet pas en question. Les identités locales et régionales aussi. Il est écrasé. Tout, oui, c'est ça. C'était écrasé, il y a plus de langue vraiment développée au niveau local, il y a plus vraiment de culture au niveau local. Tout ça, ça fait que, en fait, c'est l'État qui impose, qui se centralise tout au maximum. Ouais. Il n'y a pas de diversité. C'est Paris qui choisit pour tout. Et d'ailleurs, justement sur là-dessus, j'imagine que le pays libre il est pour plus de décentralisation, mais concrètement, est-ce qu'il y a des idées sur comment décentraliser la France? Justement, des fois on entend un peu parler, on parlait tout à l'heure de Éric Ciotti, je sais que lui, je crois qu'il l'a adressé en disant qu'il fallait revenir à une échelle, à 3 échelles en gros, communale, régionale régionale et nationale en gros. Je sais pas si le PLIB a réfléchi à cette question précisément comme peuvent le faire un petit peu. Il n'y a pas encore des propositions qui sont précises sur ces sujets-là. Okay. Après, l'objectif de libertarisme de manière générale, c'est de centralisation maximum pour que les décisions se prennent au plus près de l'individu. Donc pour moi, l'idéal, ce serait que les décisions plus importantes soient prises au niveau de la commune. De la commune, de la municipalité. Qui ont aussi les capacités de fixer des règles, leurs propres règles selon eux,
comment est-ce qu'ils veulent fonctionner, parce en soi, si les gens ils sont unis, ils se disent nous on veut que ça fonctionne de cette manière-là, on veut que je sais pas qu'au niveau local il y a interdiction de consommation de la drogue, ou il y a au contraire chacun puisse consommer ce qu'il veut. Au niveau local, qu'ils choisissent, il y a pas de problème, c'est le choix local à cet endroit-là. Ok, donc oui, en gros qu'il y ait des lois locales au niveau de la commune. C'est ça. Et ce qui se passe un petit peu en Suisse aussi avec les cantons, et quand on regarde les cantons, je me suis amusé à regarder un petit peu la population qu'il y a dans les départements et les cantons. En vrai, la France pourrait devenir un pays décentralisé au niveau des cantons, au niveau des départements, comme la Suisse. Ok, donc un canton suisse, c'est à peu près un département français, quoi. C'est ça, oui. Ouais. C'est à peu près les mêmes proportions au niveau de la population. Bien sûr, ça dépend quel département on prend. C'est pareil aussi, c'est je sais pas, Côte d'Or. C'est pas la même taille de population, mais en Suisse, peut-être ça reste dans la même fourchette. Ok, d'accord. Donc c'est tout à fait faisable qu'au niveau du canton, il y a des décisions qui sont importantes qui soient prises. Au niveau du département en France, au niveau municipal également, tout ça c'est faisable. Ok. Et ouais, justement, alors je sais que certains partis libertariens, en tout cas je l'avais vu, je crois, c'était le parti libertarien de Hollande, je suis pas sûr, mais en tout cas je sais qu'il y a certains partis libertariens. Ok. Ouais, je pensais à Hollande. J'ai eu peur. Parti libertarien des Pays-Bas, je crois, qui avait dans son programme des référendums locaux. Je sais pas si ça c'est quelque chose qui a été adressé au parti, parce qu'il y a beaucoup de libertariens qui sont contre la démocratie. Et certains disent, en tout cas certains libéraux vont eux pousser un petit peu pour de la démocratie directe à la Suisse, plus locale. Je sais pas s'il y a une prise de position là-dessus ou. Pour moi, c'est pas à nous de prendre la position. C'est décentralisation va avec tout. C'est que si les gens veulent le décider avec référendum, c'est leur choix, il y a pas de souci. Si les gens veulent, au niveau de la commune, c'est ça, au niveau de la commune, ils veulent choisir un autre mode de fonctionnement, c'est-à-dire ils peuvent choisir des démocraties représentatives. Bon, très bien. Il y a des gens peut-être qui veulent avoir l'appel à un petit peu comme la monarchie. Bon, c'est leur choix. Tant qu'ils l'imposent pas aux autres, tant que c'est décidé au niveau local, il y a une décision qui est prise. Parce qu'en vrai, démocratie, c'est quoi? C'est une manière une élection. C'est une manière de prendre une décision en commun. On peut prendre une décision de manière différente. En fonction de chaque individu, on n'aura pas forcément les mêmes aspects, pas la même volonté, on n'a pas la même envie de s'impliquer. Parce que niveau référendum global des citoyens, que tout se décide dessus, ça implique les gens, déjà, et ça implique qu'il y a une société civile qui est très forte. Donc ça, c'est pas forcément toujours évident. Il y a toujours plein de gens qui diront, moi, j'ai pas envie de m'embêter, je veux être juste tranquille, aller travailler, regarder le soir Netflix. C'est leur choix, il y aura toujours le cas. Donc, chacun devrait décider comme à son niveau, avec les gens avec qui il décide de s'associer, comment la décision sera prise. Ok, d'accord. Et de toute façon, après, il y aurait, il y a des différences entre communes. Il y a le fait de voter avec ses pieds, c'est-à-dire en fait de changer de commune. C'est beaucoup plus simple de déménager d'une ville ou d'un département à un autre, contrairement de déménager d'un pays. Et ça, c'est un article qui va sortir sur le sujet bientôt, Philippe, une fois que je l'ai fini. C'est que l'immigration n'est pas forcément ni adaptée à tous. Et les gens supposent parfois comme quoi c'est facile. Moi qui ai immigré, je sais très bien que c'est pas facile. Et encore, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Mes parents, c'était pire pour s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle langue, à une nouvelle règle de la société. Savoir que ton enfant probablement ne parlera pas ta langue à toi, il ne sera pas dans ta culture. Et en fait, c'est des choses qui sont difficiles parfois à vivre. Et c'est pas aussi facile que ça de déménager juste. Et tout le monde, même pour tout le monde, ce n'est pas accessible. Il y a aussi des raisons privées. Il y a des gens qui ont des parents ou de la famille qui est malade, par exemple, il faut vous prendre soin. Il ne faut pas déménager un jour au lendemain. Donc, immigration, ce n'est pas, on va dire, le choix pour moi, forcément adapté à tout le monde. Mais immigrer d'une commune à une autre, à notre département, c'est beaucoup plus simple. C'est déjà plus simple. Et du coup, en parlant de l'immigration, je sais pas trop comment ça a été, comment c'est abordé au Pélib. Généralement, les libertariens, c'est plutôt, en tout cas, c'est une immigration consentie, on va dire. En tout cas, c'est pas de l'open border, mais en même temps, il y a quand même une sorte de consentement. Enfin, je te laisse en parler, mais. Niveau libertarien, en fait, les frontières sont importantes. Il y a des gens qui se trompent en disant comme quoi les libertariens sont contre les frontières. Non, les libertariens sont pour les frontières, mais les frontières qui ne sont pas étatiques, mais qui sont privées. Et c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire que transgresser une frontière de l'État, c'est de transgresser une frontière de la mafia qui est répartie une zone d'influence.
Par contre, frontières privées, ça c'est super important pour un libertarien. Et bien sûr, au niveau de la commune, au niveau des départements, on aurait pu très bien imaginer comme quoi il y a une décision qui soit prise pour l'immigration complète ou pour l'immigration choisie ou pour une immigration purement privée, c'est-à-dire sur une invitation. Donc une personne qui invite et qui du coup se porte responsable de la personne qui l'a invité, qui le prend en charge, et bien sûr le Parti libertarien est contre toute subvention de l'immigration, c'est-à-dire contre toutes les aides qu'on peut donner d'État, et ni pour la santé ni pour le reste, parce que déjà c'est profondément injuste que l'État nous vole de l'argent pour ensuite redistribuer à quelqu'un d'autre qu'il choisit. Et encore pire quand c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a même jamais cotisé et qui reçoit de l'argent. Donc et je pense que l'immigration effectivement doit être choisie forcément par un pays. Ouais, et comme tu dis, une association qui voudrait aider des migrants pourrait le faire, donc elle est responsable et que le fait que l'argent qu'elle a à sa disposition, quoi. C'est ça, de toute façon, l'objectif des libertariens, c'est pas juste réduire des aides, c'est réduire aussi des impôts. Ouais. Si vous recevez plus d'argent, si demain on vous double votre salaire parce qu'on a supprimé tous les impôts qu'il y a, en fait, vous allez avoir la capacité de se dire, je m'investis dans telle association, je pense qu'en fait, c'est bien de donner de l'argent à des gens qui sont des SDF, peu importe d'où ils viennent, ou moi je vais donner de l'argent uniquement pour les étrangers qui viennent de Russie, ou moi je vais donner de l'argent uniquement pour les SDF qui sont français. C'est un choix personnel et donc chaque personne choisit avec son argent. C'est ça l'objectif. Ouais. D'ailleurs, dans les pays libéraux, la charité est un peu plus développée qu'en France, parce que en fait, logiquement, il devrait même pas y avoir de charité en France vu que c'est l'État fait beaucoup plus de redistribution. Oui. Donc ouais. Mais il y en a beaucoup moins. Et clairement, c'est en fait ce qu'on dit souvent à gauche, c'est que c'est la solidarité. La distribution, c'est la solidarité. Non, c'est pas les seules personnes solidaires sont des libertariens parce qu'ils sont solidaires avec leur propre argent. Et c'est de leur propre volonté, parce que quand t'es obligé de donner de l'argent, c'est ça, c'est pas une solidarité. Ça veut dire que si je te prends ton argent et je donne à quelqu'un d'autre, tu n'es pas solidaire. Je pense peut-être même tu l'as mal pris. Oui, c'est ça. Moi, je prends souvent l'exemple de tu sais les gens qui dans la rue font des démarches pour justement des œuvres de charité. Pour moi, l'impôt c'est quelqu'un qui fait ça mais qui te vole. Pour son association, et alors que toi t'aurais peut-être passé de l'argent pour son asso, mais du coup il t'a volé, donc en fait c'est ça. Sachant que l'État est toujours très mauvais en termes de gestion, donc là c'est purement argument utilitariste, ça veut dire que il y a personne ne gère plus mal l'argent que l'État. Pourquoi? Parce qu'il s'en fiche, parce que lui il prend de l'argent, il le gagne pas, il y a pas de concurrence, il prend de l'argent, rentabilité à avoir. C'est ça. Alors que l'association, vous pouvez vous intéresser quels sont les frais de structure. Comment est-ce qu'on rémunère? Donc il y a des vraies données là-dessus sur une grosse assoce ou même une petite assoce, vous pouvez demander ça. Vous allez voir comme quoi une petite association locale, probablement les 100% de l'argent que vous allez donner, ça ira jusqu'à la personne dans l'objectif que vous voulez. Ouais. Et en plus, du coup, tu l'as aussi pour les associations, mais pour l'État, il y a quand même les frais de fonctionnement, il y a, les fonctionnaires. J'ai fait les calculs, je crois qu'il y a un tiers de tout ce qui l'État relève, donc 57% de l'économie. Un tiers, c'est pour financer les salaires, les fonctionnaires, les locaux. Donc ce sont des frais de structure. C'est un tiers ou 50%, c'est entre les deux, je crois. Ouais, c'est énorme. Déjà, rien qu'un tiers, c'est énorme. Après, bien sûr, des choses qui à nuancer, c'est que 50%, dans les 50%, il y a les salaires des infirmiers qui auraient toujours le salaire dans le monde privé, sans État. Donc oui, même pour l'assaut, il y a quand même des frais de fonctionnement, mais c'est juste que là, il y a quand même plus de frais. En tout cas, il y a tout même les dossiers administratifs. Il y a quand même plus de frais, je pense quand même que quand c'est plus direct. Exactement. Et ce qui fait l'État très bien, c'est qu'il crée des process. Donc comme toute une grosse entreprise, il crée des process, il crée des bureaucraties, ce qui fait qu'à l'hôpital, il y a plus en plus de médecins qui passent plus de temps à faire des démarches administratif que de soigner des gens. Pourquoi? Parce que c'est la force de l'État et son objectif c'est ça, c'est mettre en place des process pour tout tracer, pour tout vérifier. Ce qui peut arriver aussi dans une grande entreprise. J'ai déjà bossé dans des grandes boîtes, dans les banques, etc. Ça arrive aussi. Mais en fait, une société qui gère mal son argent, au bout d'un moment, soit elle va se rendre compte, soit elle va faire faillite.
Alors que l'État, Donc, l'État fait faillite, mais ça prend plus de temps. Oui, mais il y a encore, c'est pas sûr que c'est l'État qui fera la faillite. Ouais. Ce serait la société qui va faire la faillite, mais l'État, il peut exister. Bon, oui. Venezuela, l'État, il n'a jamais été aussi fort. Ouais, oui. Pourtant, il y a une faillite au niveau de la société, au niveau de l'économie, il y a plus rien. Qui commence à être un peu assumé parce qu'ils sont un peu... Mais l'État, ce qu'il fait en général, donc prenez le cas des Biélorussie, de Venezuela ou Corée du Nord, c'est que il va prendre l'argent, il va le donner à force de l'ordre pour maintenir l'ordre. Ouais. Et à partir du moment qu'il finance ça, et à partir du moment qu'il arrive à lier les forces de l'ordre avec l'État, donc il crée une sorte d'un groupement comme dans un mafia, dans ce cas-là, il n'y a rien à craindre. Peu importe ce qui se passe, peu importe si vous avez rien à manger demain, si les forces de l'ordre, ils ont toujours à manger, l'État il pourra se prendre. Et l'État il va toujours privilégier de donner l'argent à ceux-là qu'autre chose. Ouais. Ok. Moi j'avais une question. Parce qu'on a parlé de l'échelle communale, de la décentralisation. Maintenant je voulais peut-être un peu parler au contraire à l'échelle au niveau de l'Union européenne. Je sais que c'est une question des fois qui reviennent. Ouais. Quelle est la position du parti sur on va dire les supranations, enfin pas les supranations, mais en tout cas les entités qui sont supranationales et notamment l'Union européenne. Alors et l'Europe, on va dire, c'est deux choses différentes. N'importe qui, hein, ceux qui regardent toi, un libertarien, d'un point de vue libertarien, si on est opposé à l'État, pourquoi on serait pour une structure qui est au-dessus de l'État, un super-État. Donc, forcément, si on est opposé à l'État, on est forcément opposé à ce qui existe au-dessus. Après, il faut traiter toujours avec le réel. Donc là, c'est les théories. Dans le réel, il y a l'Union européenne qui a certains avantages. Donc, certains partis proposent notamment de sortir de l'Union européenne, mais plutôt rester dans une union d'échange des biens, des comme services. La Suisse ou la Norvège. C'est ça. Ouais. Donc, on peut rester, on n'est pas forcément obligé de sortir complètement et fermer nos frontières et dire non, on n'est pas là. On peut trouver une solution qui est politique, forcément, mais qui permettrait de s'assurer que tout va bien. Rester dans l'espace économique. C'est ça. Mais que les décisions politiques, que ce soit au niveau, du coup, de la France, au niveau local, encore mieux. Ouais, parce que du coup, il y en a qui pourraient dire, justement, à cause de l'Union européenne, je pense, faudrait vérifier, mais je pense que, je sais même pas si on a le droit de dire, au niveau local, on a des lois qui respecteraient pas les lois européennes. Je pense qu'il y aurait ce frein-là, en fait. Enfin, en tout cas, il y a certaines personnes qui pourraient contester cette chose-là. Oui, mais les décisions les plus importantes doivent être prises au plus près du citoyen. C'est-à-dire que c'est le citoyen qui décide au niveau local. Et si ça ne va pas à l'organisation au-dessus, c'est son problème. Ouais. C'est au niveau local que la décision doit être prise. Ouais, donc forcément, si c'est un truc qui n'est pas d'accord avec l'Union européenne, tant pis. C'est son problème. Juste pour conclure, je sais pas si tu avais une œuvre, que ce soit un livre, une musique, qu'importe, à recommander. Alors ça peut être sur le thème de la liberté, du libertarisme ou non. Je sais pas si tu avais quelque chose en tête. Bon, bien sûr, c'est bien de lire les classiques du libertarisme, donc Rothbard, Hoppe, von Mises, etc. Donc, je vous conseille. Après, bien sûr, c'est pas toujours facile de lire ces livres-là parce qu'il faut s'impliquer. Des fois, on n'a pas forcément tête à ça. Ce que je conseillerais, c'est de lire Evgeny Schwartz. Je pense que personne ne connaît, là. Je connais pas. Evgeny Schwartz, c'est un auteur russe qui a écrit Dragon, le livre qui est traduit du coup en plein de langues, dont en français. On peut trouver en ligne assez facilement. On peut acheter même des formats papier pour vraiment pas très cher. Et c'est une pièce de théâtre à la base qui parle l'histoire d'un chevalier qui débarque dans une ville. Et il se rend compte comme quoi là-bas il consacre des femmes à un dragon parce qu'il y a un dragon qui vit. Et en fait toute l'histoire, il dit aux gens mais pourquoi est-ce que vous révoltez pas? Il y a un dragon, il vous prend de leurs ressources tout le temps, il prend des trucs. Ils disent oui mais on est habitué. Après c'est notre dragon, ça fait 300 ans qu'il est là. Et puis si c'est pas notre dragon, il y aura un autre dragon qui va arriver. Et en fait c'est super intéressant. Et les dialogues ils sont juste fantastiques. Le sujet il est génial. Et en plus il y a un bon switch à la fin où celui qui gagne, qui va réussir à vaincre le dragon, il se rend compte comme quoi au final il devient le dragon. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent un dragon. Donc juste supprimer le dragon, ça n'a pas permis de tuer le dragon qui est dans la tête des gens. Parce qu'ils sont tellement imprégnés par les idées du dragon, par cette force-là. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas de dragon, ils ont choisi un maire qui est devenu le dragon à la place du dragon.
Ok. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant, et ça, c'est un œuvre qui est super bien. À la base, il était écrit pour critiquer le nazisme, et après il a été interdit parce que c'était écrit en URSS. Il était interdit par la URSS. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ça critique quand même aussi Staline. Donc c'est ça va pas. Oui, c'est ça. Et en fait, ça critique de manière générale tout l'État, et c'est un œuvre qui est culturelle, qui est drôle, qui est fan. Je conseille vraiment de le lire. Ça, c'est pas une grosse pièce, mais c'était un plaisir. Ok, bah super, bah merci. Bah écoute, merci à toi pour cette première interview sur la chaîne. Donc merci beaucoup. Évidemment, je mettrai en description tous tes liens, tes réseaux sociaux et du Pélib évidemment. Oui. Donc n'hésitez pas à regarder le site du Pélib. Et je sais pas si t'as d'autres choses à partager. Battez-vous pour la liberté. Mais si c'est au Parti libertarien, adhérez. Et collaborons ensemble. Ok, mais sur ces bonnes paroles, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir suivi. ¡Viva la libertad, carajo!